Au cœur d'une réunion d'une importance capitale, Clara, femme de chambre discrète, s'approcha de son patron, le redoutable chef mafieux, et glissa un chuchotement audacieux. « Tais-toi, on nous écoute. » Ce geste, qu'elle savait risquer de lui valoir sa vie, se révélerait être la clé inattendue pour démasquer un traître, terrasser ses adversaires et élever une simple domestique au rang de confidente privilégiée de Lorenzo De Luca. Depuis 2 mois à la Villa Duca, Clara Reyes avait assimilé 3 règles d'or pour sa survie: garder les yeux baissés, la bouche close et ne jamais, sous aucun prétexte, interrompre le patron en plein conseil. Ce soir, elle allait enfreindre les 3. Le grand-père horloge du hall égrenait ses 12 coups de minuit, tandis qu'elle équilibrait un plateau d'argent devant le bureau privé de Lorenzo De Luca. À travers l'épaisse porte de chêne, des voix tendues, pressantes, parvenaient à ses oreilles, hérissant les poils sur ses bras. On l'avait mandé pour rafraîchir les boissons, ce qui impliquait de se faufiler sans bruit, d'accomplir sa tâche et de s'évanouir dans l'ombre. Elle ouvrit la porte. L'étude était lourde de fumée de cigares et d'une tension palpable. 6 hommes, le cercle intime de Lorenzo, ceux qui régissaient tout, des quais aux quartiers animés de Chicago, étaient assis autour de la table d'acajou. À l'extrémité, Lorenzo lui-même, en costume anthracite impeccable malgré l'heure avancée, ses yeux sombres et vifs, tandis qu'il désignait une carte étalée. « Le territoire du Nord est vulnérable », énonçait Lorenzo, sa voix douce mais acier. « L'équipage de Russo est affaibli après le raid du mois dernier. Nous avançons avec 3 équipes. » Clara se déplaçait le long du mur comme une ombre, ainsi qu'on le lui avait enseigné. Remplir les verres, ne pas croiser les regards, ne pas écouter des mots qui pourraient vous coûter la vie. Mais alors, elle perçut un son distinct, un claquement, régulier et mécanique, émanant de la moulure murale, ornée, près du fauteuil de Lorenzo. Elle avait dépoussiéré cet endroit précis l'après-midi même, et remarqué que la plainte était légèrement déchaussée. À l'époque, elle s'était promis de le signaler à l'entretien. Maintenant, au cœur de la nuit, tandis que Lorenzo discutait de conquêtes territoriales et de pots de vin, ce cliquetis prenait une toute autre signification. Le cœur de Clara tambourinait contre ses côtes. Ayant grandi dans les quartiers rudes du South Side, elle avait appris à déceler le danger sous toutes ses formes. Son frère aîné avait purgé une peine pour avoir fréquenté la mauvaise compagnie, et avant qu'il ne trouve la mort dans un conflit de gang, il lui avait enseigné des choses, des ruses de la rue, des techniques de survie. L'une d'elles était le son caractéristique d'un dispositif d'écoute en pleine émission. Clic, clic, clic. Elle posa la carafe en cristal d'une main tremblante. Lorenzo continuait de parler, détaillant le plan d'attaque, nommant des individus, mentionnant des sommes d'argent qui lui tordèrent l'estomac. Chaque mot filtrait à travers ce mur, atteignant on ne sait quelles oreilles. Les hommes autour de la table étaient absorbés par la discussion. L'un d'eux, Poli Marchetti, le bras droit de Lorenzo, contestait l'opportunité. Un autre marquait des positions sur la carte. Personne ne prêtait attention à la femme de chambre. Clara observa Lorenzo. Le regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée ici. Il n'avait que 34 ans, jeune pour un homme aux mains si ensanglantées, aux traits italiens sombres, et le genre de visage capable de charmer ou de terrifier selon son humeur. À cet instant, ce visage était concentré, intense, ignorant complètement que tout ce qu'il disait était enregistré. « Il te tuera pour l'avoir interrompu », lui souffla une voix intérieure. « Il pensera que c'est toi qui l'as planté. » Mais une autre voix, celle de son frère il y a des années, transperça sa peur. « Si tu vois quelque chose qui cloche, il faut le dire. Le silence tue les gens. » Clara prit sa décision. Elle fila vers le fauteuil de Lorenzo. Ses jambes la portaient en dépit de leur faiblesse. Elle attrapa son verre vide, s'inclinant suffisamment près pour sentir son parfum de cologne coûteuse mêlé à la fumée de cigare. Puis, elle murmura directement à son oreille, si discrètement que seul lui pouvait l'entendre. « Tais-toi, on nous écoute. » Ces quelques mots suffirent à tout changer. Le corps de Lorenzo se raidit imperceptiblement pendant une fraction de seconde, si brève que quiconque ne l'observant pas attentivement l'aurait manqué. Mais Clara le sentit la violence latente en lui se resserrer encore davantage. Sa main posée sur la table se transforma en poing. Puis, tel un acteur magistral, il lissa son expression. Son sourire réapparut, facile et charismatique. Il vida son verre après l'avoir fait remplir et en but une gorgée, ses yeux ne se posant jamais sur Clara. « Messieurs, dit-il, sa voix soudainement plus légère, presque joviale. Il est tard et nous avons suffisamment avancé pour ce soir. Poli, tu coordonneras avec les équipes demain. Marco, fais-moi parvenir les manifestes d'expédition d'ici midi.
Nous nous reverrons dans 48 heures. Les hommes parurent perplexes. Paulie fronça les sourcils. Patron, nous n'avons pas fini d'en discuter. Demain, Lorenzo l'interrompit avec fluidité, se levant. J'ai une réunion tôt avec le conseiller municipal. Il ne faut pas qu'il me prenne pour un homme d'affaires peu respectable. La blague tomba à plat, mais les hommes comprirent le congé. Ils rassemblèrent leurs papiers, leurs téléphones, leurs cigares inachevés. Moins de 3 minutes plus tard, l'étude était vide, à l'exception de Lorenzo et Clara. La porte se referma. Clara resta figée contre le mur, le plateau d'argent serré dans ses mains aux jointures blanches. Lorenzo n'avait pas bougé de sa position à la table. Il fixait le panneau mural d'où provenait le cliquetis, le mâchoire contracté. Quand il se tourna enfin pour la regarder, ses yeux étaient de glace noire. « Montre-moi », dit-il calmement. La bouche de Clara s'était asséchée. Elle déposa le plateau et s'avança vers le mur à pas hésitants. Elle s'agenouilla, désignant la moulure de la plainte près de son fauteuil. « Là, » murmura-t-elle, « derrière ce panneau. Ça fait clic. Je l'ai entendu aussi cet après-midi, mais je pensais, je n'avais pas réalisé. » Lorenzo s'accroupit à ses côtés, l'oreille proche du mur. Pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac du grand-père horloge et la respiration rapide de Clara. Puis, elle le vit, le léger pincement autour des yeux de Lorenzo, la façon dont sa mâchoire se serrait. Il l'avait entendu lui aussi. Il se leva brusquement et sortit son téléphone, tapant quelque chose rapidement. Puis, il regarda Clara. La regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle travaillait dans sa maison. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Clara Reyes, monsieur. »« Depuis combien de temps travailles-tu ici, Clara ?»« 2 mois, monsieur. » Il étudia son visage comme s'il l'imprimait dans sa mémoire. « Ne quitte pas cette pièce. Ne dis un mot à personne de ce que tu as entendu ce soir. Ni à mes hommes, ni au reste du personnel, ni même à ta propre famille. Tu comprends ?» Clara hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. « Bien. » L'expression de Lorenzo s'adoucit presque imperceptiblement, car tu viens peut-être de me sauver la vie. 22 minutes plus tard, un homme arriva qui ne ressemblait en rien à la clientèle habituelle de Lorenzo. Marcus Webb avait 40 ans, était mince et nerveux, vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche usé de la Northwestern University. Il portait un sac à dos abîmé et avait l'air distrait d'un professeur d'université. Clara, toujours nerveusement postée près de la bibliothèque, où Lorenzo lui avait dit d'attendre, n'aurait jamais imaginé que cet homme sans prétention était l'un des experts en sécurité technologique les plus recherchés du Midwest. Marcus. Lorenzo le salua d'une brève poignée de main. « Merci d'être venu à l'improviste. Tu as dit que c'était urgent. » Les yeux de Marcus balayèrent la pièce avec une évaluation professionnelle. « Où » Lorenzo désigna le panneau mural. « Ma femme de chambre a entendu quelque chose. » Un bruit de clic, rythmique. Marcus ne perdit pas de temps à poser des questions. Il lâcha son sac à dos et sortit ce qui ressemblait à une tablette modifiée avec d'étranges accessoires. Clara regardait, fascinée malgré sa peur, tandis qu'il se déplaçait lentement le long du mur, tenant l'appareil sous différents angles. Une lumière verte sur l'écran pulsait régulièrement, puis elle devint rouge. « Fils de... » Marcus respira. Il s'agenouilla près de la plainte, sortant une petite trousse à outils. « Lorenzo, coupe ton téléphone maintenant. » Lorenzo éteignit son téléphone sans hésitation. « Si mal que ça ?»« Pire. » Marcus s'activait déjà sur le panneau, le décollant délicatement avec des outils spécialisés qui semblaient presque chirurgicaux. Ce truc émet. Transmission active depuis... Il vérifia sa tablette. Au moins 6 heures, peut-être plus. L'estomac de Clara se serra. 6 heures. Cela signifiait qu'il avait fonctionné pendant toute la réunion qu'elle venait d'observer. Le panneau se désolidarisa, et Marcus introduisit prudemment sa main dans la cavité derrière. Quand il la retira, il tenait quelque chose de petit, de la taille d'une boîte d'allumettes, couvert de minuscules circuits imprimés et d'une sorte de mini-antenne. « Jésus-Christ » marmonna Lorenzo, se penchant. Marcus posa l'appareil sur la table avec une extrême précaution, comme s'il pouvait exploser. Il sortit un petit brouilleur de signal de son sac et l'activa. Un léger bourdonnement emplit la pièce. « Ok, on est dans le noir maintenant. Rien n'entre ou ne sort électroniquement de cette pièce. » Il étudia l'appareil sous une loupe, prenant des photos sous différents angles. Clara s'approcha en rampant, incapable de s'en empêcher. De près, la chose semblait incroyablement complexe, un cauchemar de technologie miniaturisée. « Dis-moi tout, Marcus, » dit Lorenzo calmement. Sa voix était posée, mais Clara pouvait voir la blancheur de ses phalanges, alors qu'il serrait le dossier d'une chaise. Matériel de surveillance de qualité militaire.
Marcus désigna un composant spécifique avec un stylo. Tu vois cette puce? C'est une technologie de transmission cryptée. Niveau gouvernemental, NSA, FBI, peut-être CIA. Et ceci indique que l'antenne a une portée d'environ 5 miles avec une capacité de relais. Celui qui écoute n'a pas besoin d'être à proximité. Peux-tu localiser le signal? J'y travaille déjà. Marcus sortit un ordinateur portable et le connecta à sa tablette avec un câble spécialisé. Ses doigts volaient sur le clavier. La fréquence de transmission est... Attends, plus de frappes. C'est bon. Ils utilisent une bande passante civile, mais le cryptage était militaire. Malin. Ça n'apparaîtrait pas lors de balayage standard de bugs. La mâchoire de Lorenzo se serra. Depuis combien de temps est-il là? Marcus examina l'appareil de plus près, observant les traces de poussière et l'oxydation sur les circuits. Au minimum 3 semaines, annonça Marcus, le visage de Lorenzo pâlit sous son teint mat, voire plus selon l'exposition environnementale. 3 semaines de discussions, de rencontres, d'appels, 3 semaines d'écoute clandestine. Mais qui pourrait manigancer un tel coup? S'interrogea Lorenzo, sa voix chargée d'incrédulité. Qui a accès à une telle technologie? Marcus, les yeux rivés sur son ordinateur portable, rétorqua: Vos adversaires, bien sûr, mais il ne s'agit pas d'un équipement de la rue, ni même de la mafia. C'est l'œuvre de quelqu'un ayant de sérieuses ressources, désireux de s'introduire dans votre esprit. Soit ils possèdent des accointances gouvernementales, soit ils ont investi une fortune auprès de ceux qui en ont. Clara, s'étonnant elle-même de son audace, retrouva sa voix. Serait-ce les forces de l'ordre? Mais elles auraient bien besoin d'un mandat, n'est-ce pas? Marcus l'interrompit, non sans bienveillance. Si tel était le cas, ils investiraient les lieux, au lieu de nous espionner en silence. Non, ceci relève du secteur privé, quelqu'un qui cherche des renseignements, mais ne peut emprunter les voies officielles. Des familles rivales, murmura Lorenzo, plus à lui-même qu'à ses interlocuteurs. Les Russes tentent de s'implanter sur notre territoire. Les Russos, eux, sont restés discrets depuis que nous avons mis un terme à leurs activités. Il s'interrompit, son visage s'assombrissant. Ils ont tout entendu. Le poids de cette révélation pesa dans l'air, tel un épais nuage de fumée. Clara repensa aux réunions qu'elle avait côtoyées ce soir-là, aux discussions sur les territoires vulnérables, aux plans d'opération, aux noms de fonctionnaires corrompus, toutes ces informations enregistrées, transmises et analysées par l'oreille invisible à l'autre bout du fil. « Pouvez-vous les localiser ?» demanda Lorenzo, sa voix empreinte d'une gravité menaçante. L'ordinateur portable de Marcus émit un bip. Il examina l'écran, zoomant sur ce qui semblait être une carte de Chicago. « Les signaux sont captés ici, » dit-il en tapotant un point au centre-ville. « Un immeuble de grande hauteur sur North Michigan Avenue, un bien immobilier de luxe. Je peux vous donner l'unité exacte, mais il faudra quelques heures pour affiner la recherche. »« Faites-le » ordonna Lorenzo. Il se tourna vers Clara, qui recula instinctivement. Mais son regard n'était pas empreint de colère, mais de froide détermination. « Clara, je dois savoir le moment précis où vous avez entendu ce cliquetis pour la première fois. »« Cet après-midi, monsieur, vers 15 heures, répondit-elle. « Je faisais la poussière et je l'ai perçu, mais c'était faible. Alors j'ai pensé que ce pouvait être des tuyaux ou quelque chose dans le mur. Et vous ne l'avez signalé à personne. Non, monsieur. J'avais l'intention d'en informer l'entretien demain, mais... » Sa voix s'éteignit. Lorenzo hocha lentement la tête. « Cela pourrait bien nous avoir sauvés. Si vous aviez signalé la chose par les voies normales, quelqu'un aurait pu les alerter de nos soupçons. » Il marqua une pause. « Combien de personnes savent que vous l'avez entendu? »« Juste vous et monsieur Webb, monsieur. »« Bien, que cela reste ainsi. » Il se tourna de nouveau vers Marcus. « Je veux une fouille approfondie de toute cette demeure, chaque pièce, chaque ligne téléphonique, chaque ordinateur. S'il y a un seul micro, il pourrait y en avoir davantage. » Marcus était déjà en train de ranger son équipement. « J'aurai besoin de toute mon équipe pour cela. Cela prendra toute la nuit. »« Alors, faites-les venir, » dit Lorenzo d'une voix d'acier. « Et Marcus, personne ne doit être au courant de cela. Ni votre équipe, ni votre femme, ni votre prêtre. Cette information pourrait déclencher une guerre. » Alors que Marcus se dirigeait vers la porte, il s'arrêta et jeta un coup d'œil à Clara. « Vous avez de bonnes oreilles, mademoiselle. Meilleures que mon équipement de 50 000 $. Ce cliquetis, la plupart des gens ne l'auraient jamais remarqué. » Après son départ, Clara resta seule avec Lorenzo dans le bureau. L'appareil reposait sur la table entre eux, sombre et silencieux, neutralisé par le brouilleur de Marcus. Mais d'une certaine manière, elle avait l'impression qu'il continuait de les observer, de les écouter.
Lorenzo se versa un whisky, sa main demeurant ferme malgré tout. Vous devriez rentrer chez vous, Clara. Reposez-vous. Demain, tout se déroulera normalement. Vous ferez votre travail. Je ferai le mien. Personne ne doit savoir que quoi que ce soit a changé. Oui, monsieur. Clara se dirigea vers la porte, puis hésita. Monsieur Ducas, qui pensez-vous a fait cela? Lorenzo fixa le micro, son expression impénétrable. Quelqu'un qui vient de commettre une très grave erreur. Le lendemain matin, Clara arriva au manoir à 6 heures, comme à son habitude, le ventre noué. Elle avait à peine dormi, rejouant la nuit précédente encore et encore dans son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce minuscule appareil sur la table de Lorenzo, imaginant des signaux invisibles, transportant des secrets mortels dans l'air. Elle s'attendait au chaos, à des descentes du FBI, à des corps dans la cour, à quelque chose de dramatique. Au lieu de cela, elle trouva le manoir exactement comme elle l'avait laissé. Le soleil matinal inondait les hautes fenêtres. Les autres femmes de chambre étaient déjà au travail, bavardant à propos d'une émission de télé-réalité, tandis qu'elles polissaient l'argenterie. Le chef fredonnait en préparant le petit déjeuner. Tout était normal. Clara attacha son tablier, les mains tremblantes, et commença sa tournée, époussetant le couloir de l'étage. Par une porte ouverte, elle aperçut Lorenzo dans son bureau, au téléphone, riant à gorge déployée. Il semblait détendu, presque insouciant, dans sa chemise blanche impeccable et son pantalon bleu marine. Cela n'avait aucun sens. Vers 9 heures, elle nettoyait la bibliothèque du deuxième étage, lorsque Polly Marchetti apparut dans l'embrasure de la porte. L'homme de main de Lorenzo était bâti comme un ours, avec des bras épais et un visage qui avait vu trop de combats. Il avait toujours rendu Clara nerveuse. « Le patron veut vous voir », dit Polly d'une voix rauque, « dans le bureau privé, tout de suite. » Le cœur de Clara tambourinait tandis qu'elle le suivait dans les escaliers. Polly ne dit rien, ne la regarda même pas. Lorsqu'ils atteignirent le bureau, il frappa deux fois, et ouvrit la porte, lui faisant signe d'entrer seul. Lorenzo était assis derrière son bureau en acajou. Marcus Webb se tenait près de la fenêtre, et à côté de lui se trouvait un homme que Clara reconnut comme Tony Greco, le chef de la sécurité de Lorenzo, un ancien marine aux yeux gris froids et à la réputation d'une loyauté inébranlable. Trois personnes, exactement comme Lorenzo l'avait dit la nuit dernière. « Asseyez-vous, Clara. » Lorenzo lui fit signe d'une chaise en face de son bureau. Son ton était professionnel, mais pas méchant. Elle s'assit, les mains serrées sur ses genoux. « Marcus a terminé une fouille à 4 heures ce matin, » commença Lorenzo. « Tu veux lui dire ce que tu as trouvé ?» Marcus semblait épuisé. Des cernes sombres sous les yeux. Deux autres appareils. Un dans la boîte de jonction téléphonique du couloir principal, qui redirige tous les appels de ligne fixe. Un autre dans la voiture de Lorenzo. Celui-là suivait ses déplacements et enregistrait les conversations. Il afficha des images sur sa tablette, montrant à Clara davantage de ses circuits imprimés de cauchemar. Même équipement de qualité militaire, même fréquence de transmission. Quelqu'un a investi des sommes considérables dans cette opération. Clara se sentit mal. L'invasion était encore pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Voici ce que nous allons faire, » dit Lorenzo, se penchant en avant. « Rien. » Clara cligna des yeux. « Monsieur, nous n'allons pas retirer les micros. Nous ne changerons pas les protocoles de sécurité. Nous n'agirons d'aucune manière suspecte. » Les yeux sombres de Lorenzo retinrent les siens. « Pour autant que quiconque sache, et je dis bien quiconque, y compris mes propres hommes, la réunion d'hier soir s'est terminée plus tôt parce que j'étais fatigué. Rien de plus. »« Je ne comprends pas, » dit Clara avec prudence. Tony Greco parla pour la première fois, sa voix rocailleuse. Celui qui a posé ces micros est à l'affût d'une réaction. Si nous renforçons soudainement la sécurité, cherchons d'autres appareils, changeons nos habitudes, ils sauront que nous les avons trouvés. Ils se retireront ou accéléreront leur plan. Mais ils écoutent tout, protesta Clara. Exactement. Un mince sourire traversa le visage de Lorenzo. Et ce sera leur perte. Marcus a identifié la transmission vers un appartement de North Michigan Avenue, unité 427. Il est enregistré sous une société écran. Il nous a fallu la moitié de la nuit pour éplucher les documents, mais nous avons trouvé le lien. Devinez qui possède cette société écran? Clara secoua la tête. Une holding liée à la famille Volkov. Le sourire de Lorenzo se glaça. Les Russes! Ils tentent de s'implanter sur notre territoire depuis deux ans, et nous les avons bloqués à chaque tournant. C'est ainsi qu'ils ont toujours eu une longueur d'avance. Ils écoutaient notre stratégie. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Clara. Donc, si vous les laissez continuer à écouter,
Nous contrôlons ce qu'ils entendent, termina Lorenzo. Nous leur fournissons exactement ce que nous voulons qu'ils sachent. De fausses informations, de faux plans, un appât auquel ils ne pourront résister. Et pendant qu'ils chassent des fantômes, nous découvrirons qui, au sein de mon opération, les a aidés à installer ces micros en premier lieu. Clara sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Vous pensez que quelqu'un ici vous a trahi ?»« Ces appareils ne se sont pas installés tout seuls, » dit Tony Greco d'un ton plat. « Quelqu'un avait accès à cette maison, à la voiture de Lorenzo, à nos systèmes de sécurité. Soit nous avons une taupe, soit quelqu'un a été assez négligent pour laisser un agent ennemi passer à travers. C'est pourquoi, poursuivit Lorenzo, seules quatre personnes sont au courant de cela. Moi, Marcus, Tony et vous. Pas Polly, pas mon cousin Frankie, pas même mon conseiller. Personne. Moins il y a de personnes au courant, plus il est facile de repérer un comportement inhabituel. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Clara. « Votre travail, exactement comme vous l'avez toujours fait. » L'expression de Lorenzo s'adoucit légèrement. « Je sais que c'est beaucoup à demander à quelqu'un qui est juste venu ici pour nettoyer des maisons et payer son loyer. Mais vous avez prouvé que vous aviez de bons instincts et que vous saviez garder votre bouche fermée. Ce sont des qualités rares. » Marcus sortit un petit appareil de la taille d'un porte-clés. « Si vous entendez ou voyez quoi que ce soit de suspect, et je dis bien tout ce qui vous semble étrange, appuyez sur ce bouton. Il envoie une alerte silencieuse à nos trois téléphones. Aucun nom, aucun détail, juste une alerte. Nous nous en occuperons. » Clara prit l'appareil, sentant son poids dans sa paume. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. « Encore une chose, » dit Lorenzo. « Dans quelques heures, je vais convoquer une autre réunion dans ce même bureau, les mêmes hommes, le même sujet. Mais cette fois, tout ce que je dirai sera un mensonge. Nous allons tester le système, voir si les rues se mordent à l'hameçon. J'ai besoin que vous soyez là, servez des boissons, agissant de manière complètement normale. Pouvez-vous faire cela ?» Clara pensa à son frère, mort à 26 ans, parce qu'il avait choisi la loyauté envers les mauvaises personnes. Elle pensa à sa mère travaillant deux, emploi pour les nourrir après son départ. Elle pensa à quel point elle avait travaillé dur pour rester loin de la rue, pour se construire une vie décente. Maintenant, elle était assise dans le bureau d'un chef de la mafia, recruté pour une sorte d'opération de contre-espionnage. « Je peux le faire, » dit-elle doucement. Lorenzo l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Bien, Tony te donnera les consignes. » Il fit une pause, attendant que Clara, interpellée, croise son regard. « Merci, la plupart des gens auraient continué leur chemin hier soir. Pas toi. » Clara répondit, « Mon frère disait toujours, le silence tue. C'était un homme intelligent, ton frère, » murmura Lorenzo. « Il est mort, » dit-elle, et l'expression de Lorenzo révéla un éclair de respect, ou peut-être de reconnaissance. « Alors, assurons-nous que sa sœur ne finisse pas de la même manière, » déclara-t-il, un brin de menace dans la voix. « On est d'accord ? » »« Parfaitement d'accord, monsieur. » Tandis que Clara quittait le bureau, le petit appareil d'alerte pesant dans la poche de son tablier, elle réalisa qu'elle venait de franchir une ligne irréversible. Elle n'était plus une simple domestique. Elle était désormais une actrice dans un jeu des plus périlleux. À midi, une tension silencieuse planait sur le manoir. Clara le remarqua d'abord dans la cuisine, où le personnel se réunissait habituellement pour le déjeuner. Maria, la gouvernante en chef, chuchotait au chef de cuisine combien il était étrange que M. Ducas ait mis fin si brusquement à la réunion de la veille. « Il ne les écourte jamais, » dit Maria, jetant des regards nerveux autour d'elle. Quelque chose a dû se passer. Clara baissa la tête, mangeant son sandwich en silence, le cœur battant la chamade. La paranoïa se propageait plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. Dans le couloir principal, elle surprit deux subalternes de Lorenzo discutant à voix basse. « Le patron semblait bizarre hier soir, » dit l'un. « Il nous a tous renvoyés comme si la maison était en feu. Mon cousin Vinny dit « Peut-être que les fédéraux rôdent, prêts à agir. » « Non, les fédéraux auraient tôt déjà défoncé la porte, » répondit l'autre. « C'est autre chose, quelque chose d'interne. » Ce mot « interne » planait dans l'air, empoisonnant l'atmosphère. Clara déambulait dans le manoir avec ses produits de nettoyage, invisible comme à l'accoutumée. Mais elle écoutait différemment désormais. Chaque conversation, chaque coup d'œil inquiet, chaque appel téléphonique chuchoté devenait une donnée précieuse. Elle n'avait jamais réalisé à quel point les gens se révélaient lorsqu'ils pensaient que les petites mains ne pouvaient pas les entendre. Vers 14 heures, alors qu'elle astiquait la rampe près du bureau de Lorenzo, elle entendit des voix hautes à l'intérieur. Par la porte entr'ouverte, elle aperçut Polly Marchetti arpentant la pièce, son cou épais rougi par la frustration. « Patron,
Les hommes posent des questions, disait Polly. Ils ne comprennent pas pourquoi vous avez interrompu la réunion. Certains pensent que vous avez eu des doutes concernant l'opération sur le côté nord. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, répondit Lorenzo d'une voix calme, presque amusée. Un peu d'incertitude garde les gens affûtés. Affûtés ou paranoïaques, Polly cessa de marcher. Joey Batts dit que quelqu'un vous a peut-être prévenu que le plan avait fuité. Frankie pense que vous avez reçu un avertissement de l'un de vos contacts de la mairie. Bon sang, même Marco est nerveux, et ce type est d'habitude solide comme un roc. Marco est toujours nerveux, c'est pourquoi il gère l'argent. Les comptables paranoïaques font moins d'erreurs. Clara entendit le souffle lourd de Polly, empreint de frustration. « Lorenzo, je suis avec vous depuis 8 ans, depuis que vous avez repris l'affaire de votre père. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez me le dire. » Il y eut un long silence. Clara retint son souffle, immobile. « Polly, tu sais que je te fais confiance, » finit par dire Lorenzo. « Mais en ce moment, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Garde les hommes calmes. Dis-leur que l'opération Côté Nord est toujours d'actualité. Nous affinons simplement l'approche. Assure-toi que tout le monde reste concentré sur son travail, pas sur les rumeurs. Et s'ils continuent à poser des questions, alors tu leur rappelleras ce qui arrive aux gens qui remettent en question mes décisions. » La menace dans la voix de Lorenzo était discrète mais indubitable. Même Polly, son lieutenant le plus fidèle, n'était pas mis dans la confidence. Clara ressentit un étrange mélange de peur et d'autre chose. Était-ce de la fierté? Lorenzo lui faisait confiance, à elle, une domestique, avec des informations qu'il ne partagerait pas avec des hommes qui étaient à ses côtés depuis des années. Après le départ de Polly, l'air troublé, Clara reprit rapidement son polissage. Mais elle n'avait fait que quelques mètres lorsque Lorenzo l'appela. « Clara, un instant. » Elle entra dans le bureau, refermant la porte derrière elle après son geste. Lorenzo se tenait près de son bureau, regardant par la fenêtre les jardins impeccables. « Tu l'entends aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans se retourner. Les chuchotements. « Oui, monsieur. Tout le monde était nerveux. » « Bien. » Il se retourna vers elle, son expression révélant une pensée calculatrice. « La paranoïa est utile. Elle pousse les gens à se révéler. Observe qui pose le plus de questions. Observe qui essaie de calmer tout le monde. Observe qui reste silencieux alors qu'il parle habituellement. » Clara hocha la tête, gravant ces mots dans sa mémoire. « Tony va te donner une liste de noms, » poursuivit Lorenzo. « Des personnes qui ont eu accès à cette maison au cours du dernier mois. Des entrepreneurs, des livreurs, de nouveaux employés. Je veux que tu la regardes. Dis-moi si quelqu'un se démarque. Parfois, les petits détails comptent. Un visage qui ne correspond pas. Quelqu'un qui a posé trop de questions. Quelque chose d'inhabituel. Je ferai de mon mieux, monsieur. » Le téléphone de Lorenzo vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit froidement. Marcus vient de confirmer que l'appartement est toujours actif. Ils écoutent fait toujours, enregistrent toujours, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune idée que nous sommes sur eux. Il regarda Clara. « Ce soir, nous allons leur donner quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. Réunion à 20h. Tu seras là. »« Oui, monsieur. » Alors que Clara sortait du bureau, elle faillit heurter Frankie Duca, cousin de Lorenzo et conseiller de la famille. Frankie, cinquantenaire aux cheveux argentés et au regard perçant, portait un costume coûteux qui ne parvenait pas à cacher sa carrure forgée en prison. « Attention, ma belle, » dit Frankie, la jaugeant d'un œil, mais son regard scrutait son visage avec une intensité inconfortable. « Tu es Clara, n'est-ce pas, la nouvelle ?»« Oui, monsieur. »« Lorenzo t'appelle beaucoup dans son bureau aujourd'hui. » Ce n'était pas tout à fait une question, mais l'implication était palpable. Clara sentit ses paumes devenir moites. « Juste des affaires domestiques, monsieur. Quelques articles à remplacer. » Le sourire de Frankie n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, affaires domestiques. » Il lui tapota l'épaule, un geste qui semblait plus menaçant qu'amical. « Tu fais du bon travail ici, Clara. Continue comme ça. » Elle le regarda s'éloigner, le cœur battant. S'agissait-il d'une conversation innocente, ou Frankie cherchait-il des informations? Était-il méfiant de son accès soudain à Lorenzo? Ou était-il le genre de personne qui se méfiait de tout? Clara trouva Tony Greco au bureau de la sécurité, une petite pièce tapissée de moniteurs montrant différents angles des terrains du manoir. Il lui tendit un dossier manille, sans un mot. « Ce sont tous les entrepreneurs et prestataires de services qui sont venus ici au cours des 6 dernières semaines, » dit Tony. « Examine-le ce soir. Si des noms ou des visages déclenchent quoi que ce soit, tu nous le feras savoir. » Clara prit le dossier, sentant son poids. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de noms, de photos, de vérifications d'antécédents. N'importe laquelle de ces personnes aurait pu installer les micros, ou peut-être était-ce quelqu'un qui ne figurait pas sur la liste du tout.
quelqu'un qui avait échappé aux mailles du filet même de la sécurité méticuleuse de Tony. « Encore une chose, » ajouta Tony, ses yeux gris perçant les siens. « Frankie vient de me demander pourquoi tu avais rencontré le patron. Je lui ai dit que Lorenzo envisageait de te promouvoir chef gouvernante et que tu étais sujette à un contrôle. Ça satisfait ta curiosité? Il a demandé après moi? Frankie demande après tout. C'est son travail. Être suspicieux, protéger les intérêts de Lorenzo. Ne le prends pas personnellement. » Tony se pencha en arrière sur sa chaise. « Mais sois prudente. Frankie est intelligent. S'il pense que quelque chose cloche, il creusera jusqu'à ce qu'il découvre quoi. » Clara quitta le bureau de la sécurité, le dossier dissimulé sous ses produits de nettoyage. Alors qu'elle traversait les couloirs du manoir, elle sentait des regards sur elle, réels ou imaginaires. Elle ne pouvait plus faire la distinction. La maison était devenue une cage de suspicion, et elle y était piégée avec des prédateurs qui rôdaient, cherchant à savoir lequel des leurs les avait trahis. Et quelque part, dans un appartement de luxe en centre-ville, quelqu'un écoutait chaque mot, élaborant ses propres plans. La journée de travail de Clara se terminait à 16 heures, mais elle s'attarda jusqu'à près de 17 heures, épluchant les dossiers des entrepreneurs dans une chambre d'amis vide. Les visages se confondaient. Électriciens, plombiers, une équipe de laveurs de vitres, l'équipe qui avait installé de nouvelles caméras de sécurité 3 semaines auparavant. 3 semaines, juste au moment où les micros étaient apparus. Elle encercla cette entrée et glissa le dossier dans son sac, se faisant une note mentale d'en parler à Tony ce soir. L'air d'octobre était vif lorsqu'elle sortit par l'entrée de service du manoir. Elle serra son mince blouson et commença à descendre la longue allée vers l'arrêt de bus sur Ashland Avenue. Le domaine Dukas se trouvait dans la riche banlieue d'Oakbrook, loin de son appartement exigu à Pilsen. Mais la ligne de bus était fiable et le salaire était meilleur que partout ailleurs où elle avait travaillé. Elle avait fait environ 20 pas lorsqu'elle remarqua l'escalade noire garée le long de l'allée bordée d'arbres, son moteur tournant au ralenti. Rien d'inhabituel dans ce quartier. Les hommes de Lorenzo avaient toujours des véhicules postés autour de la propriété. Mais quelque chose dans la façon dont il était positionné, le capot pointé vers elle, la fit serrer davantage son sac. Le petit appareil d'alerte que Tony lui avait donné était dans la poche de sa veste. Ses doigts le trouvèrent, prêt. Mais l'escalade ne bougea pas, et elle était probablement juste paranoïaque. Elle continua à marcher. À l'arrêt de bus, elle vérifia son téléphone. 15 minutes avant l'arrivée du prochain. Quelques autres personnes attendaient à proximité. Une nounou avec une poussette, un homme âgé lisant un journal. Normal, sûr. Clara essaya de se détendre, mais tous les instincts de survie qu'elle avait appris en grandissant dans le South Side hurlaient en elle. « Excusez-moi, mademoiselle. » Elle se retourna pour trouver un homme derrière elle. 35 ans environ, soigné, en costume de ville gris, avec des traits banals qui ne se distingueraient pas dans une foule. Il sourit agréablement, comme quelqu'un sur le point de demander des directions. « Vous travaillez à la maison Dukas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Je vous ai vu aller et venir. » Toutes les alarmes de Clara retentirent en même temps. « Non, je suis désolé, je ne... » « C'est bon. » Son sourire ne faiblit pas. « Je n'essaie pas de causer des ennuis. En fait, j'espérais que nous pourrions nous entraider. » Il fit un geste vers une petite boulangerie de l'autre côté de la rue. « Pourrions-nous parler une minute? Je vous offre un café. » L'offre était simple, mais le fond de ses intentions restait une énigme inquiétante pour Clara. Clara jeta un œil à la nounou et au vieil homme, chacun plongé dans ses pensées. Le SUV Escalade noire était toujours là, et elle se demandait désormais s'il s'agissait réellement des hommes de Lorenzo ou de quelque chose d'entièrement différent. « Je ne vous connais pas, » dit-elle avec prudence. « J'attends simplement mon bus. S'il vous plaît, 5 minutes. Il y a une bonne somme d'argent à la clé pour vous. » Quelque chose dans son ton changea, devenant plus insistant. « Je pense vraiment que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. » Contre son meilleur jugement, ou peut-être parce qu'elle avait besoin de comprendre de quoi il s'agissait, Clara se retrouva à traverser la route avec lui. Sa main resta dans sa poche, son pouce sur le bouton d'alerte. Si les choses tournaient mal, elle appuierait et s'enfuirait. La boulangerie était chaude et sentait le pain frais. L'homme acheta 2 cafés sans lui demander sa préférence et la conduisit à une table de coin, loin des fenêtres. Il s'assit dos au mur, comme quelqu'un qui avait été formé pour toujours surveiller les sorties. « Mon nom n'a pas d'importance, » commença-t-il, faisant glisser un café vers elle. Clara n'y toucha pas. « Ce qui compte, c'est que je sais que vous travaillez en étroite collaboration avec Lorenzo Dukas. Vous êtes dans sa maison tous les jours. Vous entendez des choses, vous voyez des choses. » La bouche de Clara s'assécha. « Je ne suis qu'une femme de ménage. Je nettoie.
Et vous étiez dans son bureau privé hier soir pendant une réunion très importante. L'expression agréable de l'homme ne changea pas, mais ses yeux étaient devenus froids. Une réunion qui s'est terminée étrangement et soudainement. Et ce matin, vous avez été appelé dans son bureau trois fois. Ce n'est pas normal pour une simple femme de ménage. Il l'avait surveillée, réellement surveillée. Clara se sentit violée, exposée. Depuis combien de temps suivait-il ses mouvements? L'homme plongea la main dans sa veste, et la main de Clara se serra sur le dispositif d'alerte. Mais il ne sortit qu'une épaisse enveloppe, la posant sur la table entre eux. Elle était gonflée de billets, plus d'argent que Clara n'en gagnait en un mois, voire deux. 5 000 $, dit-il calmement. Et ce n'est qu'un acompte. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'informations, des choses simples. Quelles réunions ont lieu? Qui y assiste? Ce qui est discuté. Vous n'avez rien de dangereux à faire, juste écoutez attentivement et partagez ce que vous entendez. Clara fixa l'enveloppe, son cœur battant à tout rompre. 5 000 $ pourraient payer les frais médicaux de sa mère, pourraient lui permettre d'obtenir un meilleur appartement, loin des gangs et des trafiquants de son quartier. Mais cela ferait aussi d'elle une traîtresse. Et les traîtres d'hommes comme Lorenzo Duca ne vivaient pas longtemps. « Je ne peux pas vous aider, » dit-elle en se levant. « Je ne sais rien, et je ne vous le dirais pas si je savais. » La main de l'homme jaillit, saisissant son poignet assez fort pour lui faire mal. Son masque agréable s'effondra, révélant quelque chose de laid en dessous. « Asseyez-vous, Clara. Nous n'avons pas fini de parler. Lâchez-moi, vous faites une erreur. » Il se pencha très près, sa voix chutant à un murmure qui était en quelque sorte plus menaçant que de crier. « Nous savons où vous habitez. Nous savons que votre mère travaille à l'hôpital St. Mary's de nuit. Nous connaissons votre itinéraire de retour, quel bus vous prenez, à quelle heure vous arrivez. Voulez-vous vraiment vous faire des ennemis de personnes ayant une telle portée? » Le sang de Clara se glaça. Ils avaient refait des recherches sur elle, cartographié sa vie, identifié toutes les personnes qui lui étaient chères. Il ne s'agissait pas seulement d'informations, c'était une menace pour toutes les personnes qu'elle aimait. Elle appuya sur le bouton d'alerte. Rien ne se passa. Aucun son, aucun signal visible. Mais quelque part, trois téléphones recevaient son SOS. J'ai dit, Clara essaya de se dégager, mais son emprise se resserra. Vous avez 24 heures pour réfléchir à mon offre, dit l'homme. Demain, même heure, même endroit. Vous vous présentez avec quelque chose d'utile. Vous obtenez l'argent et tout le monde reste en sécurité. Vous ne vous présentez pas ou vous parlez à Duca de cette conversation. Il sourit froidement. Eh bien, des accidents arrivent, surtout aux personnes qui travaillent au tard dans les hôpitaux. La porte de la boulangerie retentit. Deux hommes entrèrent, tous deux bâtis comme des secondeurs, tous deux vêtus de vêtements décontractés qui ne cachaient en rien leurs dangereuses occupations. Clara reconnut l'un d'eux, Joey Batts, l'un des hommes de main de Lorenzo. L'autre était un jeune homme qu'elle avait vu autour du manoir. L'homme qui tenait le poignet de Clara les remarqua également. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa main la relâcha. « Un problème ici ?» demanda Joey Batts d'un ton décontracté. Mais il n'y avait rien de décontracté dans la façon dont il se plaça entre Clara et l'étranger. « Pas de problème, » dit l'homme, se levant en douceur. « Juste une conversation amicale avec une connaissance. » Ça n'avait pas l'air amical de là où je suis. La main de Joey reposait négligemment près de sa ceinture, où Clara savait qu'il gardait une arme. La dame semble mal à l'aise. L'étranger jeta un coup d'œil entre Joey et son partenaire, évaluant les chances. Quelle que soit la conclusion qu'il atteignit, elle ne fut pas favorable. Il lança un dernier regard froid à Clara, une promesse que ce n'était pas fini, et sortit de la boulangerie. Les jambes de Clara tremblaient. Elle se laissa tomber sur la chaise, ses mains tremblant. « Ça va, mademoiselle ?» demanda Joey, ses traits rudes montrant une réelle inquiétude. « Ah oui, merci. Le patron nous a dit de vous surveiller. Heureusement, nous étions proches. » Il sortit son téléphone, tapant rapidement. « J'ai une description du type. Nous allons découvrir qui il est. » Le jeune homme de main jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Il monte dans une Honda grise. Vous voulez qu'on le suive ?»« Pas encore. Le patron décidera. » Joey se tourna vers Clara. « Venez, nous vous ramenons à la maison. Et à partir de maintenant, vous n'allez nulle part sans l'un de nous à proximité. Ordre du patron. » Alors que Clara les suivait jusqu'à leur voiture, l'enveloppe toujours posée sur la table de la boulangerie derrière elle, elle réalisa que le jeu avait changé. Elle n'était plus une simple observatrice, elle était une cible. Le bureau de Lorenzo semblait différent cette fois. Plus sombre, plus dangereux. Clara était assise sur la même chaise qu'elle avait occupée ce matin,
mais maintenant Joey Batts et son partenaire se tenaient près de la porte comme des sentinelles. Tony Greco était au téléphone, aboyant des ordres. Marcus Webb était penché sur son ordinateur portable, les doigts voltigeant sur le clavier. Lorenzo se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à tous, parfaitement immobile. C'était l'immobilité qui effrayait le plus Clara, comme un prédateur décidant comment frapper. « Racontez-moi à nouveau », dit doucement Lorenzo, sans se retourner. « Chaque mot, dit-il. » La voix de Clara trembla, tandis qu'elle répétait la conversation pour la troisième fois. La menace concernant sa mère, l'enveloppe de billets, le sourire froid de l'homme lorsqu'il mentionna les accidents. Quand elle eut terminé, Lorenzo se retourna enfin. Son visage était un masque de fureur contenue. « Marcus, dites-moi que vous avez quelque chose. »« J'y travaille. » Marcus afficha des images de vidéosurveillance de la caméra extérieure de la boulangerie. Tony avait déjà eu accès. « J'ai un cliché clair de son visage. Nous le passons dans nos bases de données maintenant. » Son ordinateur bipa. « D'accord, c'est intéressant. Aucun antécédent judiciaire, mais la reconnaissance faciale le tire d'un profil LinkedIn. Son nom est David Walsh. Il se présente comme consultant en sécurité pour une entreprise appelée Meridian Solutions. »« Je n'en ai jamais entendu parler, » grogna Tony. « C'est parce qu'elle n'existe pas, du moins pas légitimement. » Marcus afficha un dossier d'entreprise. Une société écran incorporée au Delaware il y a 6 mois. Pas de bureau physique, pas de site web, pas d'opération commerciale réelle. C'est une façade. La mâchoire de Lorenzo se serra. Lié aux Russes. Donnez-moi une minute. Les doigts de Marcus dansèrent sur le clavier, tirant des documents, recoupant des noms. L'agent enregistré pour Meridian Solutions est... D'accord. Enfoui sous trois couches de holdings. Mais oui, c'est là. La même structure d'entreprise qui possède l'appartement où se dirigent les signaux des écoutes. Ils utilisent le même réseau de blanchiment d'argent. Alors, les Russes deviennent audacieux, dit Lorenzo, non content de seulement écouter maintenant. Ils essaient activement de recruter dans ma maison. Ils se sont adressés à la mauvaise personne, dit Tony, regardant Clara avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. Lorenzo s'approcha de l'ordinateur portable de Marcus. « Montrez-moi tout ce que nous avons sur cet appartement. » Marcus afficha un dossier détaillé. Unité 4, carte 1207, 4207, North Michigan Avenue. Immeuble de luxe en hauteur, 42 étages. Très cher, très sécurisé. L'unité a été louée pendant 3 mois sous la même société écran. La direction de l'immeuble pense qu'elle est utilisée par un cadre de fonds spéculatif. Qui est réellement là? La surveillance suggère deux personnes, deux hommes, se relayant par équipe. Ils ne commandaient pas beaucoup de livraisons de nourriture, mouvement minimal, installation professionnelle. Marcus zooma sur des schémas techniques. La bonne nouvelle, c'est qu'ils utilisent un relais de signal sur le toit. Cela signifie que la transmission passe de vos écoutes à leur unité, puis à celui qui analyse réellement les informations. Nous pouvons intercepter ce signal secondaire. Pouvez-vous tracer où il va après avoir quitté l'appartement? Déjà fait. Marcus eut l'air sombre. Plusieurs points d'extrémité. Un à Brighton Beach, Brooklyn. C'est le territoire de la mafia russe. Autre à Moscou, acheminé via environ 6 serveurs proxy. Il ne s'agit pas seulement de la famille Volkov. Ils partagent des informations avec des gens chez eux. La pièce devint silencieuse. Clara comprit ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement une lutte de pouvoir local. Il s'agissait du crime organisé international avec des ressources et une portée bien au-delà des rues de Chicago. « Boss, » dit doucement Tony, « nous pourrions frapper cet appartement ce soir, extraire ces gars, découvrir qui les a envoyés, fermer toute l'opération. »« Non !» La voix de Lorenzo était ferme. « Si nous les attrapons, les Russes sauront que nous sommes sur eux. Ils se retireront, se regrouperont, nous attaquerons sous un angle différent. Nous en reviendrons au point de départ, sauf qu'ils seront plus prudents la prochaine fois. Alors, que faisons-nous » Lorenzo se tourna vers Marcus. « Pouvez-vous surveiller leur appartement sans qu'ils le sachent, voir qui va et vient, ce qu'ils transmettent. Déjà en cours, j'ai une équipe qui met en place une contre-surveillance en ce moment. D'ici ce soir, nous aurons des yeux et des oreilles sur les gens qui ont des yeux et des oreilles sur vous. » Un sourire froid traversa le visage de Lorenzo. « Magnifique. Donc, ils nous écoutent et nous les écoutons. Cela signifie que nous contrôlons le flux d'informations dans les deux sens. » Clara intervint avec hésitation. L'homme, Walsh, a dit que j'avais 24 heures.
Il veut que je le rencontre demain avec des informations. Et tu le feras, affirma Lorenzo, élargissant les yeux de Clara. Mais tu ne lui donneras pas les informations qu'il désire. Tu vas lui servir précisément ce que nous voulons que les Russes entendent. Patron, c'est risqué, objecta Tony. Ils ont menacé sa mère, ils savent où elle habite. C'est précisément pourquoi elle bénéficiera d'une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, riposta Lorenzo. Et pourquoi Walsh ne pourra plus l'approcher à moins de 100 mètres sans notre connaissance. Lorenzo tourna son regard vers Clara. À moins que tu ne veuilles te retirer. Ce n'est pas ce que tu avais envisagé en acceptant de nettoyer ma demeure. Je ne t'en voudrais pas si tu partais. Clara repensa aux yeux froids de l'homme, à ses menaces envers sa mère. Elle songea à fuir, à se cacher, peut-être même à quitter Chicago définitivement. Mais elle connaissait aussi les hommes comme Walsh et ceux pour qui il œuvrait. Ils n'oubliaient jamais, ils ne pardonnaient pas. Courir ne ferait d'elle qu'une cible ailleurs. Que dois-je faire ? Demanda-t-elle avec une détermination nouvelle. Lorenzo la scruta un long moment, puis hocha la tête. Joey et Marco te suivront partout en dehors de cette maison. À l'intérieur, tu es en sécurité. Nous effectuons une nouvelle vérification ce soir pour nous assurer qu'il n'y ait plus de surprises. Demain, lorsque Walsh t'abordera, tu lui diras que tu coopéreras. Tu lui confieras de petits détails, rien de crucial. Nous mettrons au point le script. Ne saura-t-il pas que c'est une imposture ? S'inquiéta-t-elle. Pas si nous mêlons le vrai au faux. Donne-lui les noms réels de membres de mon organisation, ceux qui n'ont pas d'importance ou ceux sur lesquels je veux qu'il se focalise. Donne-lui une heure et un lieu de réunion réel, mais pas la teneur de nos discussions. Fais-lui croire qu'il obtient des renseignements précieux alors qu'il ne fera que poursuivre des ombres. Marcus leva les yeux de son ordinateur portable. « Patron, j'ai le flux en direct de l'appartement. Vous voulez voir à qui nous avons affaire ?» Lorenzo se plaça derrière la chaise de Marcus. Clara les rejoignit, jetant un œil à l'écran. L'image montrait l'intérieur d'un appartement moderne, des meubles coûteux, des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur la silhouette de Chicago. 2 hommes étaient visibles. L'un était assis devant un ensemble d'équipements informatiques, casqués. L'autre se tenait près de la fenêtre, parlant au téléphone, dans ce que Clara supposait être du russe. « Celui au téléphone est Dimitri Volov », annonça Tony en désignant l'écran. « Le neveu d'Alex Vulov. J'ai vu son dossier. Ancien des services de renseignement militaires russes. GRU. Très dangereux. Et celui aux ordinateurs ?» demanda Lorenzo. « Je ne sais pas encore, » répondit Marcus. « Mais regardez cette installation. » Marcus zooma. Équipement de surveillance militaire, communication cryptée, probablement un lien direct avec leur supérieur. C'est une opération sérieuse. Lorenzo observa l'écran, son expression impénétrable. « Alors nous leur offrirons une performance sérieuse. Marcus, je veux tout savoir sur ces deux-là, leur routine, leur vulnérabilité, à qui ils rendent ce compte. Tony coordonne la protection de Clara et de sa mère. Personne ne les touchera. Et procure-moi la liste complète de toutes les personnes présentes dans ma maison lorsque ces micros ont été installés. Quelqu'un les a aidés, et je veux savoir qui. »« Qu'en est-il de Walsh ?» demanda Joey. « Vous voulez qu'on le reprenne ? Pas encore. Laissons-le croire qu'il a toujours le contrôle. Laissons-le rapporter qu'il a pris contact avec ma femme de ménage, qu'elle est effrayée, qu'elle pourrait craquer. Laissons les Russes se sentir confiants. » Le sourire de Lorenzo était d'une finesse tranchante. La suffisance rend les gens négligents, et quand ils le deviennent, nous serons prêts. Alors que la réunion se dispersait, Clara réalisa qu'elle faisait désormais partie de quelque chose de bien plus vaste et dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle n'était plus seulement un témoin, elle était un appât. 2 jours plus tard, Lorenzo convoqua une réunion. Clara arriva au bureau à 20 heures précises, portant le même plateau d'argent qu'auparavant, ses mains plus fermes qu'elle ne l'avait espéré. Joey, Bats et Marco avaient été ses ombres constantes, l'un toujours à vue, l'autre observant à distance. Elle avait même dîné avec sa mère la veille au soir, bien qu'elle ne lui ait pas dit pourquoi 2 grands hommes s'étaient soudainement assis à une table voisine pendant tout le repas. Walsh ne l'avait pas approchée de nouveau. Selon Tony, il attendait qu'elle prenne les devants, testant sa capacité à craquer sous la pression. Ce soir, elle allait lui donner de quoi rapporter. Les 6 mêmes hommes étaient assis autour de la table de Lorenzo. Polly, Frankie, Marco, le comptable, deux hommes de main, nommés S et Big Tommy, et Johnny Rousseau, qui gérait les opérations du Southside. Ils semblaient tendus, perplexes quant à la raison de cette nouvelle réunion tardive après celle, étrange, du début de la semaine. Clara s'éclipsa silencieusement.
longeant le mur jusqu'au bar où les boissons attendaient. Lorenzo était assis en bout de table, détendu et sûr de lui, feuilletant des documents. Il ne nota pas sa présence, mais elle savait, et il savait, que tout cela n'était que du théâtre. « Messieurs, » commença Lorenzo, sa voix empreinte de la même autorité habituelle, « j'apprécie votre venue dans un délai aussi court. Nous avons une opportunité qui ne saurait attendre. » Paulie se pencha en avant. « Quel genre d'opportunité, patron ?»« Le genre qui change tout. » Lorenzo étala une carte sur la table, un plan détaillé du front de mer de Chicago. Son doigt frappa un point marqué en rouge, le quai 47, dans le port industriel. Dans 3 nuits, un porte-conteneur arrivera d'outre-mer. Officiellement, il transporte des pièces automobiles. Officieusement, il sourit. Il transporte suffisamment d'armes de guerre pour armer un petit pays. Les hommes échangèrent des regards. Clara remplit les verres avec un silence étudié, son cœur battant la chamade. Chaque mot prononcé par Lorenzo était un mensonge, mais sonnait parfaitement convaincant. « Qui est le vendeur ?» demanda Frankie, ses yeux vifs plissés de suspicion. « Des contacts européens, d'anciens fournisseurs militaires passés au privé. » Lorenzo sortit des photographies, des faux sans doute, pensait Clara, préparées par l'équipe de Marcus. Des AK-47, des RPG, des explosifs C4, de l'équipement de vision nocturne. Tout est encore dans l'emballage d'usine. L'expédition devait aller à un acheteur à Detroit, mais il s'est désisté à la dernière minute. Maintenant, c'est à prendre, et nous avons la première chance. Quel est le prix ? Demanda Marco le comptable, calculant déjà mentalement. 3 millions pour l'ensemble de l'envoi. La valeur marchande est le triple. Lorenzo laissa l'information s'infiltrer. Nous l'achetons. Nous contrôlons l'approvisionnement en armes pour tout le Midwest. Chaque gang, chaque équipe, chaque organisation qui a besoin de matériel passera par nous. Ce n'est pas seulement du profit, c'est du pouvoir. Big Tommy grogna. Ça semble trop beau pour être vrai. Quel est ce piège ? Le piège, ce sont le timing et la sécurité, répondit Lorenzo. Le navire accoste à 2 heures du matin et nous avons une fenêtre de 4 heures pour décharger les conteneurs et les déplacer vers un entrepôt sécurisé. Cela signifie que nous avons besoin d'au moins 20 hommes pour les camions et d'une puissance de feu suffisante pour gérer toute complication. Quel genre de complication ? Demanda S. Les fédéraux pourraient surveiller le port. Des familles rivales pourraient avoir eu vent de l'expédition et les vendeurs veulent leur argent en espèces, à l'avance, avant même que nous ne voyions la marchandise. Le ton de Lorenzo était mesuré, détaillant les risques comme un homme qui avait pensé à tous les angles. C'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Clara s'approcha pour remplir le verre de Lorenzo. En se penchant, elle put déceler une légère tension dans sa mâchoire, le seul signe qu'il jouait la comédie plutôt que de planifier. Pour les autres, il paraissait tout à fait authentique. Frankie prit la parole, sa voix prudente. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, cela me semble précipité. 3 millions, c'est une somme importante à débourser pour un accord dont nous venons d'entendre parler. Quelle est la fiabilité de votre source ?»« Assez fiable pour que j'y investisse mon propre argent, » rétorqua Lorenzo, fixant le regard de Frankie. « Mais je ne force personne. Si vous êtes mal à l'aise, dites-le maintenant. Je trouverai des gens qui ne le sont pas. » Le défi plana dans l'air. Clara observa les visages des hommes, ce mélange de cupidité, de peur et de fierté. Ils ne voulaient pas paraître faibles devant leur patron ou les uns devant les autres. « Je suis partant, » déclara Paulie sans hésitation. « Vous avez besoin de mon équipe au dock. Ils seront là. »« Moi aussi, » ajouta Big Tommy. « Mes gars savent de comment gérer les opérations de chargement. » Un à un, ils s'engagèrent. Même Frankie, bien que Clara ait remarqué qu'il semblait toujours incertain. Peut-être pressentait-il que quelque chose n'allait pas, ou était-il simplement d'une nature méfiante. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas se rétracter sans paraître déloyal. Lorenzo hocha la tête, satisfait. « Bien, Paulie coordonne la main-d'œuvre. Marco prépare 3 millions en espèces, petites coupures, de diverses dénominations. S et Tommy, repérez l'entrepôt sur South Rhine Avenue. Je veux qu'il soit sécurisé d'ici demain soir. »« Et les Russes ?» demanda Johnny Rousseau. « Ils ont rôdé autour de nos opérations ces derniers temps. Et s'ils entendent parler de ça et tentent de s'approprier le coup ?» L'expression de Lorenzo se durcit, et Clara se demanda si cette partie était réelle, ou encore un élément de la mise en scène. Qu'ils essaient, nous aurons assez de sécurité au dock 47 pour gérer ce qui viendra. D'ailleurs, les Russes sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour se soucier de nos affaires.
La réunion se poursuivit pendant encore 20 minutes, Lorenzo distribuant les missions et répondant aux questions avec un niveau de détail qui rendait toute l'opération légitime. Clara écoutait tout, versant les boissons et restant invisible. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, deux Russes dans un appartement de luxe enregistraient chaque mot. Lorsque les hommes finirent par partir, Clara s'attarda près du bar, arrangeant des verres qui n'en avaient pas besoin. Lorenzo attendit que la porte se referme, puis laissa échapper un long soupir. « Comment ai-je fait » demanda-t-il doucement. « Je l'ai cru, » admit Clara. « Si je n'avais pas su, j'aurais pensé que nous allions réellement voler des armes dans trois jours. » Bien, Lorenzo se versa un vrai verre cette fois-ci, parce que si tu l'as cru, eux aussi y croiront. Il se dirigea vers le panneau mural où le micro était caché, toujours en train de transmettre fidèlement. « Vous entendez ça, bande de salauds russes ? Je viens de vous offrir le plus gros coup de l'année. Voyons si vous pouvez résister. » Le téléphone de Clara vibra. Un SMS de Marcus disait simplement « Ils mordent à l'hameçon ». Lorenzo vit son visage et sourit froidement. « Et maintenant, nous attendons. Soit ils rapporteront cela à leur hiérarchie et essaieront d'intercepter l'expédition eux-mêmes, soit ils préviendront les fédéraux et essaieront de me faire arrêter. Dans les deux cas, ils se dévoileront. Et s'ils font les deux, alors nous saurons à quel point ils sont désespérés. » Lorenzo vida son verre. « Repose-toi, Clara. Les prochains jours vont être intéressants. Et par intéressant, j'entends potentiellement mortel. » En quittant le bureau, Clara croisa Frankie dans le couloir. Il parlait à voix basse au téléphone en italien, mais raccrocha brusquement en la voyant. « Encore au travail tard, Clara ?» demanda-t-il. « Je ne fais que nettoyer après la réunion, monsieur Duca. » Son regard scruta son visage, cherchant quelque chose. Ce fut une réunion mouvementée, de grands projets. « Je ne saurais dire, monsieur, j'ai juste servi les boissons. »« Bien. » Il sourit, mais son regard ne reflétait pas cette joie. « Et servez juste les boissons. Bonne nuit, Clara. » Elle s'éloigna, sentant son regard sur son dos, avec le sentiment persistant que Frankie Duca se doutait de quelque chose. Impossible de dire si ses soupçons la visaient personnellement, Lorenzo, ou l'intégralité de leur opération. Le jeu devenait de plus en plus dangereux à chaque heure qui passait. L'appel arriva à 3 heures du matin. Clara sursauta dans son petit appartement, cherchant son téléphone à tâtons dans l'obscurité. Joey Batts était posté devant son immeuble, et Marco garé un peu plus loin dans la rue. La garde rapprochée de Lorenzo ne dormait jamais. Mais l'appel ne venait pas d'eux. « Clara, c'est Marcus. Tu dois voir ça. J'envoie une voiture. » 20 minutes plus tard, toujours vêtue de son jean et d'un vieux sweatshirt, Clara était conduite dans un immeuble de bureau anonyme du Loop. Marcus avait installé un centre de surveillance temporaire au 3e étage, une pièce remplie d'équipements informatiques, de moniteurs et de 3 techniciens à l'air épuisé. Lorenzo était déjà là, debout devant un mur d'écran, une tasse de café à la main. Tony Greco était assis à l'un des postes de travail, coordonnant les équipes de terrain sur une radio cryptée. La pièce bourdonnait d'une énergie urgente. « Montre-lui !» dit Lorenzo sans détourner les yeux des moniteurs. Marcus afficha des images sur l'écran principal. « Ceci date d'il y a 4 heures, juste après la fin de votre réunion. Regardez l'appartement. » Clara reconnut l'intérieur désormais familier de l'unité 4207. Dimitri Volkov arpentait la pièce frénétiquement, hurlant dans son téléphone en russe. L'autre homme, identifié par Marcus comme Pavel Soalov, un autre vétéran de Géru, était à son poste informatique, tapant furieusement. « Que disent-ils » demanda Clara. Marcus afficha une traduction sur un second écran. Dimitri parle à son oncle Alex, le chef de la famille Volov. Il lui parle de l'envoi d'armes au quai 47. Écoutez cette partie. Il lança l'audio avec les sous-titres. 3 millions de dollars en armes, mon oncle, de qualité militaire. Si Duca obtient cet envoi, il contrôlera tout le marché régional. Nous devons agir maintenant. La mâchoire de Lorenzo se serra en regardant ses ennemis discuter de son plan fabriqué de toutes pièces. Et voici où cela devient intéressant, continua Marcus, affichant de nouvelles images. Il y a 2 heures, Dimitri a quitté l'appartement pour la première fois en 3 jours. Nous l'avons suivi. L'écran montrait Dimitri montant dans une Mercedes noire, puis passait à des images de suivi de la voiture dans les rues de Chicago. Il s'est arrêté dans un entrepôt à Brighton Beach, un bastion connu de la mafia russe. Il rencontre une équipe complète de Volov, interrompit Tony. Nous avons une surveillance sur l'entrepôt. Nous avons compté au moins 20 gars y entrer au cours de la dernière heure. Il prépare quelque chose d'énorme. Marcus afficha un autre écran. Imagerie thermique de l'extérieur de l'entrepôt. Voyez ces motifs thermiques.
Ils déplacent des armes, chargent des véhicules. Ce n'est pas une petite opération. Ils se mobilisent pour un coup majeur. Clara sentit son estomac se nouer. Ils vont vraiment essayer de voler l'envoi. Mieux que ça, dit Lorenzo, et il y avait une sombre satisfaction dans sa voix. Ils mettent tout en jeu, chaque homme disponible, chaque ressource. Ils pensent qu'ils vont saboter mon opération et réaliser le plus gros coup d'arme depuis des années. Il se tourna vers Marcus. Quoi d'autre? Marcus afficha des interceptions d'emails. Pavlé a envoyé des messages cryptés à des contacts à Moscou et New York. Il demande des renforts. Les Volkov de Chicago traitent cela comme une déclaration de guerre. Ils ne prévoient pas seulement de voler l'envoi, ils prévoient d'embusquer vos hommes au quai et d'envoyer un message. « Combien d'hommes est-ce que nous risquons d'affronter » demanda Tony. « D'après les discussions et les mouvements, j'estime à 30 à 40 combattants, peut-être plus. Ils apportent une sérieuse puissance de feu. » Marcus zooma sur des photos de surveillance, montrant des hommes chargeant des fusils et de l'équipement tactique dans des SUV. Lorenzo posa sa tasse de café, son expression calculatrice. « Ils s'engagent trop. C'est exactement ce que nous voulons. S'ils déploient autant d'hommes pour les quais, ils laissent tout le reste exposé. Leurs opérations de jeu, leurs raquettes de protection, leurs véritables caches d'armes. Alors, nous les frappons pendant qu'ils nous frappent, demanda Clara, commençant à comprendre la stratégie. Nous les frappons pendant qu'ils ne frappent rien, corrigea Lorenzo. Ils se présentent au quai 47, s'attendant à mes hommes et à un envoi d'armes. Au lieu de cela, ils trouvent le FBI. Tony termina avec un sourire sinistre. J'ai coordonné avec notre contact fédéral. Il est très intéressé par 40 gangsters russes armés convergents sur un quai de Chicago au milieu de la nuit, surtout lorsque nous lui fournissons des preuves de leur organisation criminelle. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Vous les piégez pour une arrestation fédérale. La destruction mutuelle assurée a un certain charme, dit Lorenzo. Les Volov seront arrêtés avec suffisamment d'accusations liées aux armes pour les enfermer pendant des décennies. Et puisque c'est nous qui avons prévenu le FBI, nous apparaissons comme des citoyens soucieux d'aider les forces de l'ordre. Le FBI réalise une arrestation majeure. Nous éliminons notre concurrence et nos mains restent propres. Marcus afficha un autre écran montrant des interceptions de messages textes. Ça devient encore mieux. Les Volov sont tellement confiants qu'ils planifient déjà la fête de la victoire. Pavlé a envoyé un message à quelqu'un à Moscou disant « Douka est fini, Chicago est à nous d'ici dimanche. » Dimanche, c'est dans 3 jours, nota Tony. Ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Le téléphone de Lorenzo vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis montra l'écran à Tony. C'est notre contact du FBI. Il rassemble une équipe tactique, SWAT, DEA, ATF. Ils en font une opération multi-agence. Les Volov vont tomber dans le plus grand piège des forces de l'ordre de l'histoire de Chicago. Clara observa les moniteurs, voyant les Russes se préparer à leur assaut, complètement inconscients d'être surveillés à chaque instant. C'était brillant et terrifiant à la fois. « Et Frankie » demanda-t-elle soudain, se souvenant du doute dans ses yeux. Il semblait sceptique à la réunion, et s'il les prévenait d'une manière ou d'une autre? L'expression de Lorenzo s'assombrit. Frankie a passé des appels non autorisés. Tony les a surveillés, n'est-ce pas, Tony? Tony afficha les relevés téléphoniques. 3 appels à des numéros non répertoriés au cours des 2 derniers jours. Nous essayons de les tracer maintenant, mais le timing est suspect, juste après vos réunions à chaque fois. La pièce devint silencieuse. Les implications étaient si stupéfiantes. Le propre cousin de Lorenzo, son conciliaire, pourrait être la taupe. Cela pourrait être une coïncidence, dit Marcus prudemment. Il se pourrait qu'il soit juste paranoïaque et qu'il vérifie ses propres sources. Ou c'est lui qui les a aidés à placer les micros en premier lieu, dit Lorenzo d'un ton monocorde. Famille ou non, si Frankie travaille avec les Russes, il tombera avec eux. Clara eut un frisson. Elle avait vu assez de films de gangsters pour savoir ce que « tomber » signifiait dans le monde de Lorenzo. « Patron » appela un des techniciens de Marcus. « Vous devez voir ça. Les Russes viennent d'envoyer un autre message. » Marcus l'afficha sur l'écran principal. Il était crypté, mais ils avaient décassé le code il y a des jours. Le message était court, en anglais cette fois. Doc 47, Day after tomorrow, 2 la po am. Bring everything, this is our moment. Ils ont fixé la date, dit Marcus. Même délai que celui mentionné lors de votre fausse réunion. Ils sont complètement acquis. Lorenzo fixa le message, puis les images de surveillance montrant les Russes se préparant à la guerre. Ses ennemis étaient sur le point de tomber dans un piège de leur propre fabrication, déclenché par le murmure d'une femme de chambre et un mensonge soigneusement construit. « Messieurs, dit Lorenzo doucement, préparez-vous pour la phase finale. Après-demain,
Nous mettrons fin au problème des Volov de façon permanente. Clara regarda les écrans, les Russes s'armant, le FBI coordonnant ses équipes tactiques, la toile de surveillance et de contre-surveillance qui avait transformé le manoir de Lorenzo en centre d'une guerre de l'ombre. Elle avait demandé à son patron de se taire une semaine auparavant. Maintenant, cet unique avertissement murmuré était sur le point de faire tomber tout un empire criminel. L'air nocturne au quai 47 était épais de brouillard, montrant depuis le lac Michigan. Clara observait depuis l'intérieur d'une camionnette de surveillance garée à 3 pâtés de maison, ses yeux fixés sur de multiples écrans de contrôle affichant différents angles du front de mer industriel. Marcus était assis à côté d'elle, coordonnant les communications. Tony et Joey étaient sur le terrain avec l'équipe triée sur le volet de Lorenzo. Lorenzo lui-même se tenait à l'extérieur de la camionnette, parlant calmement dans sa radio. Il avait refusé de se cacher pendant que son plan se déroulait. « Toutes les unités, signalez-vous », dit Marcus dans son casque. Des réponses crépitaient dans les haut-parleurs. Des équipes du FBI positionnées dans des conteneurs d'expédition. Des hommes de Lorenzo postés sur les toits avec des lunettes de vision nocturne. Des officiers infiltrés se faisant passer pour des dockers. Tout le monde était en place. Clara consulta sa montre. 1h47 du matin, 13 minutes avant l'arrivée des Russes qui s'attendaient à une cargaison d'armes qui n'existait pas. Mouvement sur l'approche nord. Une voix signala par radio. 3 véhicules, des SUV, se dirigeant vers l'entrée du quai. Marcus afficha l'imagerie thermique. Clara regarda des signatures thermiques montrer plusieurs figures armées dans les véhicules. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Ce n'est que l'équipe avancée », murmura Marcus. « La force principale viendra du sud, essayant d'encercler quiconque se trouve ici. » Il avait raison. 2 minutes plus tard, d'autres véhicules apparurent sur les caméras sud. Un convoi de 5 SUV et un fourgon se déplaçaient en formation comme une opération militaire. « Jésus !» murmura Clara. « Combien en ont-ils amené ?»« On dirait 35, peut-être 40 combattants, » dit Marcus, comptant les signatures thermiques. « Ils ont tout engagé dans cette opération. » Lorenzo s'adressa à son équipe par radio, la voix calme et assurée. « Chef d'équipe du FBI, confirmez que vous voyez cela. » Une réponse immédiate retentit. « Confirmé. » C'était l'agent spécial Sarah Chin, la principale correspondante du FBI pour Tony. Elle continua. « Nous avons 38 individus armés qui convergent vers un dock commercial à 2h, 2 ans, du matin sans motif légitime d'y être. Pour nous, c'est suffisant. À toutes les équipes, préparez-vous à intervenir à mon signal. » Les véhicules russes s'immobilisèrent, aux positions assignées autour du quai. Des hommes en sortirent en masse, leurs armes visibles même dans l'obscurité, des fusils de chasse et de l'équipement tactique. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, établissant un périmètre de sécurité. Au centre, Dimitri Vilov était clairement visible, aboyant des ordres en russe. Même à travers les images granuleuses de la surveillance, Clara percevait sa confiance. Il était convaincu d'être sur le point de triompher. « Ils sont en position », rapporta Marcus la voix tendue. « FBI, vous avez le feu vert pour l'engagement », déclara Lorenzo à sa radio. « Toutes les unités, allez-y, allez-y, allez-y. » Le dock bascula dans le chaos. Des projecteurs jaillirent de toutes parts, transformant la nuit en un jour aveuglant. Des agents du FBI sortirent de conteneurs maritimes, d'entrepôts et de cachettes inattendues. Des véhicules de police bloquaient chaque issue. « Agents fédéraux, jetez vos armes au sol !» Les Russes, pris au dépourvu et à découvert, se figèrent, sans échappatoire. Quelques-uns levèrent leurs armes, mais ils étaient surpassés en nombre, à 3 contre 1. Clara observa l'expression de Dimitri muter de la confiance à l'horreur alors qu'il captait l'ampleur du piège. En moins de 90 secondes, tout était consommé. Pas un seul coup de feu n'avait été tiré. Les Russes jetèrent leurs armes à terre et se couchèrent tandis que les agents du FBI les submergeaient, les entravant avec des menottes et des attaches zippées. « Cible sécurisée », annonça la voix de l'agent Shin. 38, suspects en garde à vue, plusieurs accusations pour port d'armes prohibées et des chefs d'accusation relevant du crime organisé. C'est une prise majeure qui marquera les carrières. Excellent travail, monsieur Duca. Lorenzo esquissa un léger sourire. Toujours ravi d'aider les forces de l'ordre, agent Shin. Mais Marcus avait déjà basculé sur d'autres écrans. Patron, l'équipe numéro 2 se dirige vers l'appartement maintenant. L'attention de Clara fut attirée par de nouveaux écrans montrant le couloir intérieur d'un immeuble de luxe. Une équipe tactique, composée des hommes de Lorenzo et non du FBI, approchait de l'unité 427,
cadre 127, avec une précision militaire. Des caméras montées sur leurs casques offraient à Marcus de multiples perspectives. Effraction dans 3, 3, 2, 2, 1, 1. La porte explosa vers l'intérieur, et l'équipe inonda l'appartement, armes au poing. Pavlov eut à peine le temps de lever les yeux de son poste informatique qu'il fut plaqué au sol. L'appartement était par ailleurs vide. Dimitri avait emmené tout le monde au dock. Prêt, un suspect interpellé, rapporta la voix de Tony depuis l'intérieur. Ne touchez pas encore à l'équipement, lança Marcus avec insistance. Je dois voir à quoi nous avons affaire. Deux des spécialistes techniques de Marcus, armés de leurs scanners, entrèrent aussitôt dans l'appartement. Clara les regarda examiner la batterie d'ordinateur et le matériel de surveillance. « Patron, vous devez voir ça !» déclara l'un d'eux, la voix tendue. La caméra du casque zooma sur les écrans d'ordinateur. Le souffle de Clara se coupa. Les écrans ne montraient-ils pas seulement des flux de la résidence de Lorenzo. Ils affichaient une surveillance de dizaines d'autres lieux, d'autres entreprises, d'autres résidences, d'autres familles. Ils gèrent tout un réseau, constata Marcus, ses doigts voltigeant sur son clavier alors qu'il accédait à distance aux ordinateurs saisis. Bon sang! Ils ont des micros dans les opérations de la famille Marchetti, sur le territoire du clan Russo, et même dans les bureaux de certains de nos contacts policiers. Ceci n'avait pas seulement trait à Lorenzo. Il surveillait la moitié de la pègre de Chicago. « Depuis combien de temps » demanda Lorenzo d'une voix sèche. Marcus fit défiler les fichiers, son visage pâlissant. « Des mois, peut-être un année. Ils ont des enregistrements de réunions, d'appels téléphoniques, de conversations privées. C'est une mine d'or d'informations. »« Téléchargez tout !» ordonna Lorenzo. « Chaque fichier, chaque enregistrement, chaque contact. »« Déjà fait, mais patron, il y a plus. » Marcus ouvrit un répertoire de fichiers. Ils vendèrent des informations. Regardez ces relevés de transactions. Ils ont fourni des renseignements à de multiples acheteurs, les Russo, une équipe de Détroit, et même certains opérateurs indépendants. Ils n'espionnaient ainsi pas uniquement pour eux-mêmes. Ils avaient mis en place une véritable opération de courtage en renseignements. Clara se sentit mal. Les Voulov avaient essayé de transformer la surveillance en une entreprise, vendant des secrets qui menaient à des morts ou des arrestations. Sécurisez toutes les preuves, ordonna Lorenzo. Disques durs, téléphone, tout. Je veux savoir qui a acheté chez eux et qui ils surveillaient. Chef d'équipe, nous avons trouvé autre chose, crépita la voix de Tony. Il y a un coffre-fort dans le placard de la chambre. Ça semble sérieux. La caméra du casque montrait Tony, accroupi devant un coffre-fort encastré. Il y plaça un petit appareil qui ressemblait à un outil de crochetage avancé et en quelques secondes, le coffre s'ouvrit. Tony en sortit le contenu. Des piles de billets, des passeports, des clés USB et un journal en cuir. Il l'ouvrit, parcourant les pages. « Patron, c'est un registre. Nom, date, paiement reçu, c'est un compte-rendu complet de leur opération. » Marqua-t-il une pause. « Et il y a un nom ici que vous devez connaître. Quelqu'un qu'ils ont désigné comme actif principal, l'organisation Duca. » L'expression de Lorenzo se figea, devenant d'une froideur mortelle. « Lis-le. » La voix de Tony était sombre. Source interne recrutée il y a 14 mois. Nom de code, Coniglio. La bande de surveillance devint silencieuse. Le ventre de Clara se tordit alors qu'elle comprenait la signification. Coniglio signifiant conseiller en italien. Franchi, le cousin de Lorenzo, son conseiller. Enfoiré, souffla Lorenzo. C'était lui depuis le début. Marcus ouvrit de nouveau des dossiers, cherchant cette fois spécifiquement tout ce qui était lié à Coniglio. Les preuves affluèrent sur les écrans, des paiements totalisant des centaines de milliers de dollars, des rapports détaillés fournis par Franchi sur les opérations de Lorenzo, et même des copies de messages où Franchi donnait aux Russes des codes d'accès et des plannings. C'est lui qui les a aidés à installer les micros, expliqua Marcus en lisant les fichiers. C'est lui qui a embauché l'entrepreneur qui les a posés. Il leur a fourni vos protocoles de sécurité, vos routines quotidiennes, vos faiblesses. Il vous vend depuis plus d'un an. Clara revoyait les regards suspicieux de Franchi, ses questions insistantes, ses appels téléphoniques après les réunions. Tout prenait sens. Le visage de Lorenzo était masqué par une fureur contenue. Où est-il maintenant? On traque son téléphone. Il est chez lui à Neighborville, rapporta Tony. Maintenez-le là-bas, j'arrive. Lorenzo se dirigea vers sa voiture, puis s'arrêta et se tourna vers Clara. Tu as bien fait, merci. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle doucement. L'expression de Lorenzo était sombre comme une tombe.
Maintenant, j'ai une conversation avec mon cousin sur le prix de la trahison. La demeure de Frankie Duca à Neighborville, une coloniale tentaculaire avec une pelouse impeccablement entretenue, avait été acquise avec l'argent du crime, tant celui de Lorenzo que celui des Russes. Lorsque le convoi de Lorenzo arriva à 3h30 du matin, les lumières brillaient encore à l'intérieur. Clara avait insisté pour venir, bien que Lorenzo ait tenté de l'en dissuader. « Tu as commencé ça », avait-il dit finalement. « Tu mérites de voir comment ça se termine. » Elle était maintenant assise dans la voiture avec Joey Batts, tandis que Lorenzo, Tony et quatre autres hommes s'approchèrent de la porte d'entrée. Ils ne frappèrent pas. Tony utilisa une clé. Lorenzo possédait des clés de toutes les maisons de son cercle intérieur, un fait qui lui semblait soudain moins un signe de confiance qu'une assurance. Ils trouvèrent de Frankie dans son bureau, un verre de whisky à la main, les yeux rivés sur son téléphone. Il leva la tête en les voyant entrer, et Clara ne décela aucune surprise sur son visage, seulement une résignation. « Je me demandais combien de temps cela prendrait, » dit Frankie d'une voix calme. Lorenzo referma la porte derrière eux. Lorsqu'il parla, sa voix était plus froide que Clara ne l'avait jamais entendue. « 14 mois, Frankie, 14 mois que tu me vends aux Russes, mon propre cousin, le sang de mon père. » Frankie but une longue gorgée. « Ton père était un dinosaure qui ne voyait pas l'avenir. Tu es comme lui, trop fier, trop attaché aux traditions. Les Russes sont l'avenir, Lorenzo. Ils ont des connexions, des ressources, une portée que tu ne peux égaler. J'ai essayé de te dire de faire la paix avec eux, de partager le territoire, mais tu n'as pas écouté. Alors, tu as décidé de me détruire à la place. J'ai décidé de survivre. » Frankie posa son verre. « Tu crois que les Vulov m'ont approché? C'est moi qui les ai abordés. J'ai vu de quel côté le vent soufflait. Dans 5 ans, ils contrôleront Chicago, et j'allais être du côté des vainqueurs. » Tony s'avança, une main près de son arme, mais Lorenzo leva une main pour l'arrêter. « Dis-moi comment tu as fait, » dit Lorenzo. « Tout, tu me dois au moins ça. » Frankie rit amèrement. « Qu'est-ce que ça change maintenant? Tu as déjà gagné. Les Vulov sont sous la garde du FBI. Leur opération est terminée. Je veux des noms, tous les participants. Chaque entrepreneur que tu as embauché, chaque personne que tu as compromise. » Un instant, Frankie sembla vouloir refuser, puis quelque chose dans l'expression de Lorenzo, quelque chose de sombre et définitif, le fit changer d'avis. « L'électricien s'appelait Ray Hutchkins, » commença Frankie. « Il avait déjà travaillé pour la famille, un type honnête, mais il avait des dettes de jeu. Je lui ai dit que les Russes effaceraient ses dettes, 50 000 dollars, s'il installait du matériel de sécurité lors d'un appel d'entretien de routine. Il pensait que ce n'était que de l'espionnage industriel, rien de criminel. Il a placé le premier micro dans ton bureau il y a 3 mois. 3 mois, répéta Lorenzo. Mais la technologie n'avait que 3 semaines. Ils ont amélioré. Les premiers micros étaient basiques. Les Russes voulaient tester si vous le remarqueriez. Quand vous n'avez pas réagi, ils ont fait installer le matériel militaire par Hutchkins. Je lui ai donné les codes d'accès, les plannings de quand tu serais absent de la maison. C'était facile. Clara se sentit mal. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une destruction calculée et méthodique de la confiance familiale. « Qui d'autre » demanda Tony. « Le micro de la voiture, c'était moi. Je l'ai installé moi-même le mois dernier quand Lorenzo était à New York. Ça m'a pris 10 minutes. La voix de Frankie était monocorde, factuelle. L'écoute téléphonique était un autre entrepreneur, un technicien en télécommunications nommé Eddie Garcia. Même arrangement, dette, désespoir, paiement. Il pensait aussi qu'il aidait à de l'espionnage industriel. Lorenzo sortit son téléphone, tapant des notes. Qu'en est-il du département de surveillance? Qui d'autre était au courant? Seulement les Volov et leur équipe technique. Je n'y suis jamais allé. Ils m'ont payé en crypto-monnaie intraçable, du moins c'est ce que je croyais. Il a foudroyé Marcus du regard, alors que celui-ci venait d'entrer dans la pièce. Ton technicien est plus doué que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Demanda Lorenzo. Quelles informations as-tu vendues? Tout. Frankie affronta le regard de Lorenzo avec défi. Agenda de réunion, transactions commerciales, contacts policiers, itinéraire de livraison, négociations avec les familles rivales. Chacun de vos mouvements, ils le connaissaient avant même que vous n'ayez eu le temps de le faire. C'est comme ça qu'ils ont évité vos coups. C'est pourquoi leurs opérations avaient glissé toujours une longueur d'avance. Et l'argent? Combien t'ont-ils payé? 250 000 en 14 mois. Plus des promesses de territoire lorsqu'ils prendraient le contrôle. Une place à leur table. Frankie se versa un autre whisky. Plus que tu ne m'as jamais offert, cousin. J'ai fait le vrai travail pendant que tu récoltais la gloire.
le neveu préféré de ton père, l'héritier choisi. Où cela m'a-t-il mené? En vie, répondit simplement Lorenzo. C'est là que ça t'a mené, et tu as tout gâché. Le silence s'abattit sur la pièce. Clara observait le visage de Lorenzo, y discernant la guerre entre la loyauté familiale et le pragmatisme froid. Elle se demandait lequel l'emporterait. Tony, dit finalement Lorenzo, emmène Frankie à l'entrepôt de Division Street, garde-le là jusqu'à ce que je décide de son sort. Alors que les hommes de Tony s'apprêtaient à escorter Frankie, le cousin de Lorenzo jeta un dernier regard. Tu sais ce que tu dois faire, Lorenzo. Famille ou non, je suis un traître. Tes hommes s'attendront à la justice. Ne me dicte pas ma conduite, Frankie. Tu as perdu ce droit quand tu m'as trahi. Après leur départ, Clara trouva Lorenzo devant la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Tu vas bien? Demanda-t-elle doucement. Mon cousin, le sang de mon père. Je lui faisais confiance à 100%. La voix de Lorenzo était creuse. Il a mis des micros chez moi, vendu mes secrets. Il m'aurait fait tuer ou emprisonner sans toi. Que vas-tu faire de lui? Lorenzo ne répondit pas directement. Ray Hutchkins, l'électricien, Tony, l'a déjà interpellé. Il coopère pleinement, terrifié d'être accusé de complicité. Eddie Garcia, le spécialiste des télécommunications, s'est volatilise. Nous le retrouverons, et chaque autre entrepreneur, livreur ou travailleur de service ayant eu accès à ma maison au cours de la dernière année est à nouveau vérifié. S'ils ont ne serait-ce que regardé les Russes, c'en est fini pour eux. Et Frankie, Lorenzo, se tourna vers elle. Les anciennes règles stipulent que la trahison familiale est passible de mort. Mon père l'aurait tué sans hésitation. Il marqua une pause. Mais je ne suis pas mon père. Je vais devoir réfléchir à ce que la justice représente ici. Clara saisit ce qu'il ne disait pas. Que faire preuve de clémence pourrait passer pour de la faiblesse, mais tuer un membre de sa famille pourrait lui coûter quelque chose qu'il ne pourrait pas récupérer. Le grand livre de l'appartement, poursuivit Lorenzo, changeant de sujet, contient les noms de tous ceux qui ont acheté des informations au Volov. 17 acheteurs différents, familles rivales, fonctionnaires corrompus et même quelques journalistes. Marcus les traque tous. Dès demain, nous saurons qui a utilisé les renseignements russes contre nous. Que feras-tu de ces informations? Un sourire froid traversa le visage de Lorenzo. Cela dépend de qui ils sont et de ce qu'ils savent. Certains paieront pour leur déloyauté. D'autres pourraient se devenir des alliés utiles si on les motive correctement. Son téléphone vibra. Il le vérifia puis montra l'écran à Clara. C'était une alerte d'actualité. Raid massif du FBI contre un réseau de crime organisé. 38 arrestations au dock de Chicago. C'est déjà dans les nouvelles, dit Lorenzo. Dès le matin, tout Chicago saura que l'opération V-Cave est terminée. Et le meilleur, le FBI parle d'une enquête interagence fructueuse avec l'aide d'informateurs confidentiels. Mon nom n'apparaît nulle part. Clara sentit le poids de tout ce qui s'était passé. Le murmure qui avait tout déclenché, les micros, la contre-surveillance, le piège élaboré. Il y a une semaine, elle n'était qu'une femme de ménage essayant de payer son loyer. Désormais, elle se tenait dans la maison d'un traître à 4 heures du matin, assistant à la consolidation du pouvoir d'un chef de la mafia par une tromperie calculée. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit Lorenzo. « Reposez-vous, c'est fini pour vous. » Mais Clara savait que ce n'était pas vrai. Elle avait trop vu, en savait trop. Elle faisait partie du monde de Lorenzo maintenant, qu'elle le veuille ou non. « Est-ce vraiment fini ?» demanda-t-elle. Lorenzo la regarda avec une pointe de respect. « La guerre avec les Russes, oui, mais il y a toujours un autre combat à venir. C'est notre business. Vous êtes sous ma protection maintenant, Clara. Pour la vie, ce n'est pas négociable. » Son ton s'adoucit légèrement. « Mais cela signifie aussi une opportunité, si vous le voulez. Vous avez prouvé que vous êtes intelligente, loyale et courageuse. Ces qualités sont rares. » Clara pensa à son petit appartement, aux factures médicales de sa mère, aux avertissements de son frère décédé concernant la vie qu'il avait choisie. Elle pensa à la façon dont un avertissement murmuré avait tout changé. « Laissez-moi y réfléchir, » dit-elle finalement. Lorenzo hocha la tête. « C'est juste. Maintenant, ramenons-vous à la maison. » La purge commença à l'aube. Clara arriva au manoir à 6 heures du matin pour y trouver la moitié du personnel disparu. Maria, la chef ménagère qui travaillait pour les De Luca depuis 15 ans, rangeait ses affaires dans des cartons, les larmes coulant sur son visage. 2 des hommes de sécurité de Tony se tenaient près de la porte, veillant à ce qu'elle ne prenne rien qui ne lui appartienne pas. « Je n'ai rien fait de mal. » Maria sanglota en passant devant Clara. « J'ai été loyale. Je n'ai jamais... » « Ton neveu travaille pour les Volov, » dit sèchement Tony. « Tu n'as pas divulgué cette relation lors de ton embauche.
C'est une faille de sécurité. C'est juste un gamin. Il fait des courses pour eux. Rien de grave. Ce n'est pas notre problème. C'est terminé. Dehors. Clara poursuivit son chemin, l'estomac noué. Maria avait toujours été gentille avec elle, lui apprenant quelle pièce Lorenzo préférait nettoyer en premier, quel verre utiliser pour quelle boisson. Maintenant, elle était effacée de l'opération Duca, comme si elle n'avait jamais existé. Dans la cuisine, le chef avait également disparu, remplacé par une femme sévère que Clara ne reconnaissait pas, et qui préparait déjà le petit déjeuner avec une précision militaire. 2 des jardiniers vidèrent leur remise à outils sous l'œil vigilant de Tony. Clara trouva Lorenzo dans son bureau, passant en revue les dossiers du personnel avec Marco, le comptable. Le bureau était couvert de dossiers, chacun représentant quelqu'un dont la loyauté était remise en question. Le service d'aménagement paysager. « Ils s'occupent comme moi de nos terrains depuis 3 ans, » disait Marco. « Mais leur entreprise a travaillé au domaine Volova à Brighton Beach l'été dernier. C'est trop proche pour être à l'aise. »« Remplacez-les, » dit Lorenzo sans hésitation. « Demandez des recommandations à la famille Marchetti. Ils ont des gens. Qu'en est-il de Sal Benedetto? Il conduit pour nous depuis... » Son beau-frère est Eddie Garcia, le spécialiste des télécommunications qui a posé la ligne d'écoute. La voix de Lorenzo était glaciale. Sal prétend qu'il ne savait pas, mais je ne crois pas aux coïncidences. Il est exclu. Marco prit une note. Ça fait 18 personnes jusqu'à présent, patron. Nous allons manquer de personnel, alors embaucher de nouvelles personnes. Mieux vaut manquer de personnel que d'être compromis. Lorenzo leva les yeux et vit Clara. Donnez-nous une minute, Marco. Après le départ du comptable, Lorenzo fit signe à Clara de s'asseoir. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux. Elle doutait qu'il ait dormi du tout. Ray Hatchkins, l'électricien, nous a donné une liste de tous ceux avec qui il avait travaillé et qui auraient même pu être approchés par les Russes. 7 entrepreneurs, 3 services de livraison et 2 consultants en sécurité, dit Lorenzo. Nous les vérifions tous. Ceux qui ne peuvent pas être blanchis sont licenciés. Il y a beaucoup de monde, dit Clara doucement. Il faut le faire. Les Volov ont infiltré mon opération à tous les niveaux. Ils savaient des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir, non seulement grâce au rapport de Frankie, mais aussi grâce à des personnes qui ont vu des choses, entendu des choses, et ont été payées pour les partager. Il sortit une liste. Marcus a trouvé des registres de paiement. 12 personnes sur ma liste de paie ont pris de l'argent aux Russes à un moment donné au cours de la dernière année. Certaines ne savaient même pas qu'elles travaillaient pour eux. Elles pensaient qu'il s'agissait d'espionnage industriel, de collecte d'informations concurrentielles. Peu importe, elles sont parties. Et ceux qui refusent, demanda Clara. Ceux que les Russes ont approchés mais qui ont dit non. L'expression de Lorenzo s'adoucit légèrement. Ce sont ceux que je garde et que je récompense. La loyauté face à la tentation est rare. Il marqua une pause. Comme vous, ils vous ont offert $5 000 et ont menacé votre mère, et vous avez quand même dit non. Ce genre d'intégrité ne s'achète pas. Au cours des 3 jours suivants, Clara observa la transformation de l'opération Duca s'opérer avec une efficacité silencieuse. Ce ne fut pas spectaculaire. Pas de violence, pas de corps, pas de spectacle public. Des personnes disparurent simplement de l'organisation, remplacées par de nouveaux visages qui avaient été minutieusement vérifiés. Le système de sécurité fut entièrement remanié. L'équipe de Marcus fouilla chaque pièce, chaque véhicule, chaque ligne téléphonique, installant de nouvelles communications cryptées et des équipements de détection avancés. Le personnel du manoir fut soumis à des détecteurs de métaux et à des fouilles aléatoires. De nouveaux protocoles exigeaient des codes d'autorisation pour l'accès aux zones sensibles. Tony mit en place une politique du besoin de savoir. Les informations furent si compartimentées, de sorte qu'aucune personne, à l'exception de Lorenzo, ne connaissait le tableau complet d'une opération. Les lieux de réunion changèrent de manière aléatoire. Des mots de code remplacèrent les noms dans les conversations téléphoniques. Les fournisseurs changèrent également. Le distributeur de liqueurs, qui servait le manoir depuis une décennie, fut remplacé lorsque des vérifications d'antécédents révélèrent que son responsable d'entrepôt avait fait de la prison avec un associé connu des Volov. Le fournisseur de produits frais fut changé. Même l'entreprise qui entretenait les voitures de Lorenzo fut remplacée par une autre n'ayant aucune connexion russe. Clara entendit, par le biais du personnel restant, que 3 des soldats de Lorenzo avaient été rétrogradés ou réaffectés. Ils n'avaient dit rien fait de manifestement déloyal, mais ils avaient été imprudents, parlant trop librement en public, se présentant aux réunions à des heures prévisibles, créant des schémas que les Russes pouvaient exploiter. L'insouciance est une lente trahison, avait déclaré Tony à son équipe de sécurité lors d'une réunion que Clara avait surprise.
Si vous ne respectez pas les protocoles, vous ne pouvez pas travailler ici, aucune exception. Le 4e jour, alors que Clara nettoyait la bibliothèque du 2e étage, elle entendit Lorenzo au téléphone dans son bureau. Non, les entrepreneurs ne parleront pas. Ils n'en savaient pas assez pour être inquiétés. Et ils craignent la prison plus que tout. Une pause. Frankie, on s'en occupe. Les affaires de famille restent en famille. Une autre pause. Oui, je suis certain que l'organisation est de plus saine qu'elle ne l'a été depuis des années. Le réseau Vulov est détruit et tous ceux qui nous ont compromis sont partis. Nous repartons à zéro. Cet après-midi-là, Clara croisa Polly Marchetti dans le couloir. Le bras droit de Lorenzo paraissait plus âgé, plus grave. « Le boss m'a raconté ce que tu as fait », dit Polly discrètement. « Il m'a raconté comment tu as entendu la micro, comment tu l'as prévenu. Il fallait du cran, gamine. »« J'ai juste fait ce qui me semblait juste », répondit Clara. « La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens détournent le regard, baissent la tête, se protègent en premier. » L'expression de Polly était respectueuse. « Tu l'as protégé en premier, ça compte. » Alors qu'il s'éloignait, Clara réalisa que toute la dynamique de l'organisation avait changé. Avant, elle était invisible, la bonne, le meuble, la personne que personne ne remarquait. Maintenant, les gens lui faisaient un signe de tête dans les couloirs. Des hommes comme Polly et Tony la traitaient avec respect. Même le langage corporel de Lorenzo avait changé à son égard. Il lui parlait directement, sollicitait ses observations, lui faisait confiance dans les moments sensibles. Ce soir-là, alors que Clara s'apprêtait à partir, Tony l'arrêta à la porte. « Le boss veut te voir demain matin à 9 heures dans son bureau. Mais quelque chose de joli. » Il vit son expression confuse et sourit légèrement. « C'est une bonne nouvelle, Clara. Fais-moi confiance. » Cette nuit-là, allongée dans son petit appartement avec Joey Batts posté à l'extérieur comme toujours, Clara réfléchit à tout ce qui avait changé. Un avertissement chuchoté avait démasqué un traître, détruit une organisation rivale et purgé la corruption de l'empire de Lorenzo. Mais cela avait aussi coûté leur emploi, leur gagne-pain à des gens. Maria était partie, S était partie, une douzaine d'autres étaient repartis, leur famille impactée par des décisions prises au nom de la sécurité. En valait-il la peine? Clara ne le savait pas. Dans le monde de Lorenzo, la loyauté était tout, et la trahison impardonnable. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de place pour les erreurs ou les liens innocents. Elle avait sauvé la vie de Lorenzo, mais elle l'avait aussi aidé à consolider son pouvoir d'une manière qui le rendait plus dangereux que jamais. Demain, elle découvrirait ce que cela signifiait pour son avenir. Trois semaines plus tard, Clara se retrouva de nouveau dans le bureau de Lorenzo, polissant la même table en acajou où tout avait commencé. Le soleil du matin traversait les hautes fenêtres, faisant briller le grain du bois. Le panneau mural où le micro avait été caché était désormais fraîchement peint, la moulure remplacée. Aucune trace de ce qui avait été là ne subsistait. Le manoir semblait différent maintenant, plus propre en quelque sorte, bien que cela n'eût rien à voir avec son travail. Le nouveau personnel se déplaçait avec une efficacité professionnelle. La sécurité était renforcée. Il n'y avait plus de rumeurs chuchotées, ni de regards nerveux. L'organisation de Lorenzo avait été purgée de sa pourriture, et ce qui restait était plus fort, plus efficace, plus discipliné. Clara entendit des pas et leva les yeux pour voir Lorenzo entrer. Il portait un costume anthracite, impeccable et parfaitement ajusté, mais son expression était plus douce que d'habitude. « Laisse ça un instant, » dit-il. « Assieds-toi, Clara. » Elle posa le chiffon de polissage et prit la chaise de l'autre côté de son bureau, la même où elle s'était assise quand tout cela avait commencé. Son cœur battait plus vite, se souvenant des mots de Tony à propos de « mettre quelque chose de joli ». Elle avait choisi une simple robe bleu marine, la plus belle qu'elle possédait. Lorenzo s'assit au bord de son bureau plutôt que derrière, rendant le moment moins formel, plus personnel. « Un mot a tout changé, » dit-il tranquillement. « Quand tu as chuchoté « tais-toi » à mon oreille cette nuit-là, tu m'as sauvé la vie. Tu as démasqué un traître, détruit mes ennemis et m'as aidé à reconstruire cette organisation pour qu'elle soit meilleure. Comprends-tu ce que cela signifie? » « J'ai juste fait ce qui me semblait juste, » dit Clara. « La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens entendent quelque chose de mal et se convainquent que ce n'est pas leur problème. » Lorenzo sortit un dossier de son tiroir. « J'ai réfléchi à quoi faire de toi, Clara Reyes. Tu n'es plus une simple femme de chambre, nous le savons tous les deux, mais tu n'es pas non plus une soldate, pas une brute, pas quelqu'un qui appartient au côté violent de mes affaires. » La bouche de Clara était sèche. « Qu'êtes-vous en train de dire? Je dis que tu as le choix. » Il ouvrit le dossier, révélant des papiers. Option 1.1.
Je te donne 6 mois d'indemnité de départ, 50 000 dollars et d'excellentes références pour toute activité légitime que tu souhaites. Tu t'éloignes de tout ça, tu repars à zéro ailleurs. Je veillerai à ce que toi et ta mère soyez protégés pendant les 5 prochaines années, juste pour être sûr. Tu ne me dois rien, Clara. Tu as déjà remboursé toute dette. Clara fixa les papiers. 50 000 dollars, un nouveau départ, une vie normale. Quelle est l'option 2 demanda-t-elle. L'expression de Lorenzo était indéchiffrable. L'option de 2 est que tu restes, non pas comme femme de chambre, mais comme quelque chose de plus important. Mon gestionnaire de maison et assistante personnelle. Tu coordonneras le personnel, géreras les opérations domestiques, seras présente à certaines réunions pour observer et conseiller. Tu feras partie de mon cercle intime avec la rémunération, la protection et le respect qui en découle. Pourquoi moi? Parce que tu vois des choses que les autres manquent. Parce que tu es assez intelligente pour savoir quand parler et quand te taire. Parce que dans un monde où tout le monde veut quelque chose de moi, tu voulais juste faire ce qui était juste. Il marqua une pause. Je te fais confiance, Clara. C'est rare pour moi maintenant. Clara pensa à son appartement exigu, aux factures médicales de sa mère, à la lutte constante pour payer le loyer. Elle pensa à son frère, qui avait choisi le mauvais camp et l'avait payé de sa vie. Elle pensa à Maria pleurant alors qu'on la faisait sortir, et au visage amer de Frankie lorsqu'il avait admis sa trahison. « Qu'est-il arrivé à Frankie » demanda-t-elle soudain. La mâchoire de Lorenzo se serra. « Il est vivant, exilé en Floride avec une allocation mensuelle, assez pour vivre, pas assez pour compter. Il ne pourra jamais revenir à Chicago, ne pourra plus jamais contacter personne de l'organisation. S'il enfreint ses règles, le marché est rompu. » Il la regarda dans les yeux. Je ne pouvais pas tuer un membre de la famille, quoi qu'il ait fait. Mais je ne pouvais pas non plus le garder près de moi. Alors, il devra vivre seul avec ce qu'il a fait pour le reste de sa vie. C'était une grâce, réalisa Clara, mais aussi une punition. Éloigné de tout et de tous ceux qu'il avait connus, vivant de la charité du cousin qu'il avait trahi. Si je reste, dit Clara avec précaution, je ne deviens pas une criminelle. Je ne participerai à rien d'illégal. Je ne te le demanderai pas. Ta valeur réside dans ce que tu es. Honnête, observatrice, morale. J'ai beaucoup de gens qui feront des choses illégales. J'ai besoin de quelqu'un qui me dira quand je franchis des limites que je ne devrais pas franchir. Lorenzo sourit légèrement. Considère-toi comme une conscience à louer. Clara regarda autour d'elle dans le bureau, les livres qui tapissaient les murs, l'art qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnerait en une vie, les fenêtres donnant sur un domaine qui nécessitait un personnel complet pour être entretenu. C'était un monde différent, dangereux, complexe, moralement ambigu. Mais c'était aussi un monde où ses instincts, ses observations, les leçons de son frère sur le fait de voir le mal et de s'exprimer importaient vraiment. « Je veux que ma mère soit prise en charge, » dit-elle. « Une couverture médicale complète, pas seulement pour les urgences. Et je veux la promesse que si je vois quelque chose que je ne peux pas accepter, je pourrai partir sans conséquence. » Entendu et accepté, Lorenzo se leva, lui tendant la main. « Bienvenue dans la famille, Clara. » Elle lui serra la main, ressentant le poids de la décision. Elle franchissait une ligne, entrant dans une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais peut-être que cet avertissement chuchoté avait été bien plus qu'une simple façon de sauver la vie de Lorenzo, une porte d'entrée vers un tout autre destin. « Encore une chose, » dit Lorenzo, attrapant quelque chose dans son bureau. Il sortit une petite boîte de velours et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait un simple collier en or avec un petit pendentif, une clé. « Dans ma famille, cela symbolise la confiance, » expliqua Lorenzo. « Tu détiens les clés de ma maison, de mes secrets, de ma confiance. Porte-le comme un rappel que tu as ta place ici, maintenant. » Clara l'attacha autour de son cou, sentant le poids du pendentif contre sa poitrine. En quittant le bureau ce matin-là, non plus une femme de chambre, non plus invisible, mais quelque chose de nouveau et d'indéfini, elle passa devant son reflet dans le miroir du couloir. La femme qui la regardait était différente de celle qui était arrivée à ce manoir, trois mois auparavant. Cette femme avait survécu, invisible, en se faisant discrète. Cette femme avait du pouvoir, du respect et un but. Elle ne l'avait jamais cherché, jamais désiré. Mais un avertissement chuchoté dans l'obscurité avait modifié l'équilibre d'une guerre de pouvoir entière. Et maintenant, elle se tenait au centre de tout cela. Clara toucha le pendentif en forme de clé à son cou et sourit. Parfois, les voix les plus calmes changent tout.